OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Ce matin, le studio il est rempli. Je ne sais pas ceux qui ont vu mon petit... CJMD 96.9 Lévis. L'alternative. Je comprends pas. Ben oui. Bref, il y a, le studio est rempli. On a plein de monde en studio qui sont là pour voir, écouter en direct. Mais on a aussi Raymond Choquette ce matin. Bonjour Raymond. Bonjour Carole. Ça va bien? Cher public. Oui, ça va bien. On a aussi Donald Cyr. Ça va bien, Donald? Oui. Prends ton micro devant toi, Donald. Ça va aller un petit peu mieux. C'est ça, je m'excuse, je ne suis pas habitué. C'est ta grande première. Oui. Oui, regarde, ce matin, avant de décoller l'émission, je vais vous parler d'un phénomène qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux hier, cette nuit. Il y a des trucs qui ont été faits à partir de 11h30 jusqu'à minuit moins quart environ. Et j'ai vu un article ce matin aussi dans le journal Le Soleil, pas Le Soleil, c'est sur le journal, petite pub pour réseau en passant, mais sur le journal de Montréal, c'est à Washington, la société spatiale californienne, le SpaceX a lancé jeudi, c'est-à-dire ils ont commencé à envoyer du stock, il marque jeudi, mais je ne sais pas pourquoi, c'est une erreur peut-être, les 60 premiers mini-satellites de sa future constellation Starlink, destinée à fournir Internet depuis l'espace et qui pourrait un jour compter 12 000 satellites. Encore un paquet de cochonneries, tout ça pour plaire à toutes nous autres, pauvres humains qui vont avoir plein de stock à revoir au-dessus et faire une pollution pour plaire, en fait. C'est malheureux, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est pour permettre à tous les gens de pouvoir communiquer via Internet ou avoir... tu sais, il y a plusieurs satellites. Écouter les émissions à CJMD aussi, c'est important. À part de pogner le poste à radio dans leur propre résidence, ça, c'est une autre paire de manches. Ceux qui ne le pognent pas, effectivement, on peut l'entendre par le web. D'ailleurs, je fais mes salutations. La plupart de mes auditeurs, c'est des gens de l'Europe que je salue en passant, ainsi qu'une partie aussi en Ontario, même dans les États-Unis. Il y a quelques endroits aux États-Unis qui nous écoutent, un peu partout à travers la planète, en fait. C'est grâce à comme tu dis, un peu à ces satellites-là, si on est capable de pogner Internet. Mais bref, c'est la fusée Falcon 9 de la société qui a créé, ça a été créé par Elon Musk, a décollé sans incident de Cap Canaveral en Floride. Et à son sommet, une coiffe entièrement remplie par les 60 satellites. Une heure plus tard, le second étage de la fusée a relâché les satellites en grappe, environ à 450 km d'altitude. Ça veut dire que c'est juste un petit peu au-dessus de la station spatiale. Et les satellites ont été ensuite propulsés pour atteindre une altitude opérationnelle de 550 km, écrit plus loin sur le site de SpaceX. On peut tout voir ça. Les satellites, les Starlink se situent donc au-dessus de la station, comme je vous ai mentionné. Mais pour la plupart de ces satellites-là, il va en avoir qui va être jusqu'à la hauteur de 36 000 km d'altitude de la planète. C'est quand même assez loin, là. Mais ça a fait une belle grappe hier et ça a fait vraiment capoter plein de monde. On a vu un paquet de gens tout impressionnés. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un chapelet de lumière. Il y en a qui ont comme pensé, parce qu'étant donné que c'est en ligne droite, on aurait pu penser comme une forme de cigare. Et géant, cigare, mais mince, parce que les lumières étaient toutes allumées, ils ne bougeaient pas entre elles. Puis à un moment donné, poups, t'en voyais une qui s'éloignait tranquillement pas vite parce que la luminosité est un petit peu plus réduite. Ouais. Tu voyais que... Il y a plusieurs hypothèses aussi. Là. Il y a des gens qui me l'ont rapporté à partir de 20h30. Ça, c'est pour... oui, c'est vrai. Centre du Québec, secteur de Magog aussi au Québec. Les gens me rapportaient entre 20 et 50 boules de lumière, une en arrière de l'autre. Fait que
quand j'ai été averti de ces observations-là, la première chose que j'ai pensé, sans sauter aux conclusions, que c'était une invasion d'OVNI, tu sais, ça aurait pu être une météorite, tu sais, qui se défait en plusieurs fragments. Mais quand tu vois ça, ça dure, 3-4 secondes? Ça dure pas 30 secondes. Non. Parce que ton conjoint il a été témoin aussi. Oui, aussi. Fait que, tu sais, c'est louche. S'ils disent que c'est une fusée, j'ai beaucoup de misère à croire ça. Parce qu'une fusée, quand ça décolle, ça fait pas des traînées comme ça. Non, même s'ils vont déployer des satellites. Parce que ça se fait pas comme ça se fait dans l'espace intersidéral. T'sais, on ne devrait pas le voir, ça. Bien, si les satellites ont été relâchés par le fusée en grappe, comme c'est écrit dans le journal, ça avait l'air d'une grappe ou d'un chapelet. Oui, mais c'est la première fois qu'on entend parler. Oui, c'est la première. C'est une première aussi, je pense. En tout cas, ça reste à suivre. C'est un autre truc de plus à éliminer quand on va avoir des méprises dans le niveau ufologique parce que plusieurs vont penser que, bon, ça y est, un autre ovni. Ou, oui, c'est les ovnis à Raymond, ça, encore une fois. Mais non, mais c'est sûr qu'on... Comme je dis, on ne veut pas sauter aux conclusions que oui, c'est des ovnis, puis tout ça, là. Ça peut être bien des hypothèses qu'on ne connaît pas, là. Moi, je ne suis pas familier avec le côté aérospatial. Il y a un autre phénomène aussi que je voulais parler parce que j'ai partagé une vidéo sur la page Facebook de Zone Parallèle. C'est au-dessus, devant la Lune. Le 16 mai dernier, j'ai un de mes amis qui a de la région de Trois-Rivières, qui est aussi astronome amateur, a capté en photo un engin circulaire aplati, je dirais. C'est comme une sphère, mais plutôt plate, qui passait devant la Lune. Et un petit peu plus loin, tu as vu une autre photo qu'il m'a envoyée. Ça, c'est plus triangulaire ou avec... ou c'est peut-être aussi ça, un satellite, parce que il y avait comme des extensions de chaque côté, ce qui peut laisser croire que ça serait les bras, les panneaux solaires, en fait, qui sont de chaque côté. Ça peut être ça. Mais ce qui est le plus impressionnant, la vidéo que je vous ai mise, ça ressemble à être un truc russe. Bien, je crois. Je crois, ça peut devenir de Moscou ou des choses comme ça, mais le gars, c'est aussi un astronome qui filme la Lune souvent. Il est tout le temps en train de surveiller la Lune. Et lui, il a vu et filmé. Vous irez voir la vidéo, c'est assez impressionnant. À partir de 2 minutes, on voit 3 espèces d'objets semblables à ce que mon ami a filmé. Dan Berger, en fait, a filmé. Ce que lui a pris en photo, c'est exactement la même affaire, sauf que là, il y en avait 3. Puis quand on regarde la vidéo un petit peu plus loin, là, t'en vois une 12aine. Et ça fait comme passer devant, un peu comme une grappe, ça aussi. Mais à date, là, pour l'instant, je peux confirmer qu'il n'y avait aucun satellite dans le ciel à l'heure où est-ce qu'il a pris sa photo-là. Dans cet endroit-là, il n'y avait aucun satellite, il n'y avait pas la station spatiale internationale, ni la station chinoise. Donc, ces éléments-là sont éliminés. Les gens qui pensaient que c'était une poussière dans la lentille, ça aussi, c'est éliminé parce que quand on voit qu'il y a une vidéo qui a été prise, qui a été mise en ligne 2 jours plus tard, peut-être que ça n'a pas été capté cette journée-là, le 18 pour la vidéo. Ça élimine tout ce qui est poussière, reflet. C'est ça. Tu peux pas avoir... mais c'était évident qu'il y avait quelque chose. Il a fait une belle capture, mais qui fait bien, bien gros jaser. Mais encore là, c'est-tu des débris? Ça me surprendrait que ce soit des débris, tous de la même grosseur. Je sais pas. Je sais pas. Les débris, ça va se désintégrer de toute façon. Ça laisse une traînée un peu comme une météorite et tout ça. Là. Ça dépend. Pas tout le temps. Donald, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est quoi ce que le témoin prétend qu'il a vu ça devant la Lune, mais pour qu'il ait la chance de voir des 10, il fallait qu'il soit plus proche de la Terre que vers la Lune. Oui. Ben, c'est ça. Ben là, il passait devant la Lune. Mais c'était à combien de kilomètres? Ça, je ne le sais pas. C'est ça. Ça peut donner l'illusion que c'est près de la Lune, mais ça se peut que, ou en tout cas, d'après moi, pour voir un objet passer, il faut que ça soit près de la Terre. Devant la Lune, mais près de la Terre. Une espèce d'illusion d'optique, là, plus ou moins. Oui, effectivement. Là, ce qu'on vient d'entendre, Donald, justement, ceux qui ont des questions à poser lors de l'émission, vous pouvez le faire par texto au 581-500-11-96 pour les questions à nos invités d'aujourd'hui, ou vous pouvez le faire sous le poster des invités d'aujourd'hui sur notre page Facebook Zone Parallèle. À part ça, j'ai aussi reçu un commentaire, pas un commentaire, mais une question
de Benoît Maranda qui est venu ici justement la semaine dernière. On va en jaser parce que je sais qu'on en a parlé souvent du phénomène de la boule qu'on a, que d'ailleurs j'ai capté et filmé une 30aine de fois et que toi-même t'as pris en photo. Ouais. Sauf que là, il est question d'un phénomène de boule orangée qui a été vu un peu partout dans le monde. En fait, un peu tout le monde voit ça. Mais il veut savoir, en fait, c'est quoi, qu'est-ce que ça peut être, mais il y a plusieurs possibilités aussi, là. Okay. On va commencer par celle-là dans ces questions parce qu'il y a d'autres choses aussi qu'il veut parler, mais on va commencer par celui-là. Ton avis, ça serait quoi à toi? OK. C'est sûr que qu'est-ce qui est phénomène des boules, que ce soit des boules rouges, des boules jaunes, des boules oranges, il y en a de toutes sortes de couleurs. Ces boules-là, habituellement, tu en as des très petites, que ça peut être la grosseur d'une voiture, comme ça peut être la grosseur d'un gros bâtiment. Qu'est-ce que je soupçonne? C'est que, en tout cas, à date, qu'est-ce qu'on sait, puis de mes expériences aussi personnelles, ces boules-là, c'est pas des vaisseaux mères, OK? Fait que c'est comme plus comme des mouchards, si on veut. Tu sais, il y a peut-être un vaisseau qui arrive, regarde, on va envoyer une boule à Montréal, une à Longueuil, une à Sainte-Croix, pour observer les humains. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. Au Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'observations de boules, toujours dans les mêmes secteurs, Saint-Hilaire, Sainte-Croix, Donnacona, le long du fleuve Saint-Laurent. On sait que l'armée canadienne le voit sur leur radar. Et ils disent que ça ne leur appartient pas. Non, c'est ça. Ils soupçonnent que c'est soit l'armée américaine ou autre. Les autres, qu'est-ce qu'ils voient sur leur radar, vraiment le terme militaire canadien, ils appellent ça des red dots, des points rouges. Ils voient où ce que ça devient, ils savent dans quelle direction, évidemment, puis où c'est que ça va, où c'est que ça atterrit, tout ça. Il y a souvent des touchdowns aussi. OK. Bien, il y a ça, mais en même temps, parce que le phénomène de la boule, là, effectivement, on l'a filmé souvent. Je peux confirmer, moi, pour avoir vu plusieurs fois et filmé, comme j'ai dit tantôt, il y a des boules qui se maintiennent environ à 700 pieds au-dessus du fleuve, comme ça peut être à 400 pieds, 200 pieds. Puis il y en a qui plongent aussi dans les fleuves ou dans les rivières ou dans les lacs. Oui, celle que j'ai vue, moi, puis on était en soirée d'observation. Ça fait plusieurs fois, comme je l'ai dit tantôt, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Mais c'est important de mentionner que cette boule-là, ce que nous, on a capté, c'est vraiment une sphère parfaite, blanche, mais qui changeait parfois de couleur pour devenir orangée légèrement. Je ne sais pas si c'est un code quelconque, la couleur qui se change comme ça, mais ça se peut que ça soit, comme tu dis, un truc pour nous observer, mais de qui? Qui nous observe? Ça, c'est une autre paire de manches. Si c'est l'armée à qui ça appartient, qui disent que c'est pas eux autres, j'ai quand même un petit peu de doute là-dessus. Là. Non, l'armée canadienne n'a pas les moyens d'avoir des boules, puis encore côté avion secret, ils n'en ont pas. Ils sont très bons, qu'est-ce qui est armement, ça, c'est d'autres choses. Mais les États-Unis, des boules, ça me surprendrait bien gros. Bien, étant donné que la NORAD, c'est canadien, américain. Oui. Ça, c'est d'autres choses. NORAD, premièrement, c'est en Ontario. Ils ont un poste aussi à Bagotville. Mm-hmm. Parce que Bagotville, eux autres, vraiment, ils font tout le secteur est du Québec, côté radar. Là. NORAD n'ont pas d'OVNI. Ils n'ont pas de vaisseau. C'est pas eux qui en ont, là. Non, aller plus non. du côté de Area 51 ou S4, S3, S2, ces endroits-là. Ils font de la surveillance. Il y a des garages d'OVNI, là, tu sais. Mais les autres font de la surveillance, justement. NORAD, c'est de la surveillance, oui. Bien, si je me fie aux anciens bunkers là, qu'on avait, là, qui sont supposés être en fonction aujourd'hui, qui appartenaient justement à la NORAD pour surveiller le Nord, parce que dans le temps, c'était la guerre avec, ou pas la guerre, mais il y avait peur à la guerre avec la Russie. Puis ils ont décidé d'installer ça, surveiller le Nord, en fait. OK, non, ça, c'est pas des bunkers, tu parles des stations de radar. Ben, comme le Mont-Pica ou le lac Saint-Denis. C'est ça, c'est ça. Ben, le Mont-Radar, c'était comme un bunker. À l'intérieur d'une montagne. Ben, c'est ça. C'est des stations de radar. C'est ça. Ça avait une très grosse portée, mais aujourd'hui, non. Le satellite a remplacé. Tous ces radars-là faisaient partie de ce qu'on appelait la DEW-line, la D-E-W, la ligne DEW, c'était mieux. Mm-hmm. Il y avait la Pine Tree aussi, la ligne des pins, parce que c'était toutes des lignes de stations de radar. Le Mont-Radar, le Mont-Apica, le lac Saint-Denis, il y avait par an
En tout cas, il y avait un peu partout au Québec, puis en Ontario, puis l'Est du Canadien. Mm-hmm. Il y a aussi une autre forme de boule, de sphère qui peut être de façon, c'est plutôt naturelle. C'est ce qu'on appelle, comme tu disais tantôt, les gaz de marée. Ou des feux follets, mais c'est parce que ça ne monte pas si haut que ça dans le ciel. Là, non, puis ça scintille. C'est pas tout à fait la même chose. Tu vois ça sur le bord des marais ou quand il y a quelqu'un qui décède dans un cimetière, tu vois comme des gaz là, qui... c'est ça. Pas un pet, là, mais un gaz qui émet du corps décédé. Non, mais c'est ça, habituellement, c'est une lumière bleue. C'est du méthane, dans le fond. Oui, c'est du méthane. Ouais, ben ça, c'est un pet, c'est un méthane. C'est pour ça que quand tu vois un feu follet, c'est une lumière bleue. Ouais. Puis ça reste toujours au ras du sol, c'est toujours de la matière qui est en train de pourrir, qui se décompose. Tu peux mettre une allumette là-dedans. Tu sais, puis... Quand tu vois quelque chose très haut dans le ciel, probablement, c'est la foudre en boule. J'ai déjà vu un documentaire. C'était justement dans l'espace, puis la NASA avait filmé le continent africain, puis il y avait un orage électrique. Puis là, il y a une boule qui s'est détachée, qui a traversé toute l'Europe avant de disparaître. Ça veut dire que tu peux voir une boule de lumière dans un beau ciel pur. Là. OK, mais sauf des kilomètres et des kilomètres beaucoup plus loin. Et à quelle couleur elle est, cette boule-là? Habituellement, c'est ça. C'est jaune ou blanc. Ça dépend probablement de l'intensité d'électricité qui est émise. Là. Est-ce que ça, c'est causé par la foudre, ce que tu parles là? Oui, ça, oui, c'est par la foudre. Mais je sais que moi, j'ai déjà eu des cas dans ma région. Il y avait un monsieur, comment il s'appelait? Bruno Goulet. C'était en 73. Il y avait peut-être 15-16 ans, il était avec son père. Puis très tôt le matin, il avait été sur la glace pour faire de la pêche. Puis près de l'embouchure de la rivière à Magaille, puis de la plage, il y a une boule qui est sortie de l'eau. Puis la glace avait été projetée très loin. Puis moi, quelques jours plus tard, j'ai été voir. Puis effectivement, il y avait des gros morceaux de glace partout. Les plus gros, ils étaient gros comme la Terre, les plus gros morceaux. Mais j'ai pas d'explication. Il y avait de la glace. Moi, j'ai cru tout de suite le témoin. En partant, mais ça sortait de l'eau. C'était une boule orange. Ça sortait de l'eau? Oui. Mais de l'eau d'un genre de... Tu veux dire, pas comme le fleuve, là, comme plutôt un marais, là? Non, c'est le petit lac à Magaille, là. Ah, ben là. Il y a une partie qui est un marécage, l'autre partie, c'est un lac ordinaire où le monde peut pêcher puis se promener en bateau facilement. C'est assez creux à certains endroits, là. Mais je sais qu'il y a une région à Sherbrooke, à la montagne de Stoughton, entre le rang 5 et le rang 7, souvent des chauffeurs d'auto poursuivis par des boules de lumière, des boules rouges. Oui, ça, on a vu ça. Ouais. Est-ce que c'est une friction d'air chaud, d'air froid qui fait des boules d'énergie à cause qu'il y a une montagne, la montagne de Stoughton, là, puis c'est un coin qui vend beaucoup aussi. Ouais. Est-ce que le vent peut faire des frictions puis qui va donner des masses d'énergie? Il y en aurait ailleurs, me semble aussi. Hein. Ben, c'est ça. Il y a d'autres montagnes. Surtout que depuis toujours, ça fait des années que j'étais enfant, puis on parlait déjà de cette région-là, qui voyait souvent des affaires. Puis même mon père m'avait raconté de son voisin, M. Arsène Laventure. À un moment donné, il avait même vu des personnes bizarres sur la montagne, puis il a perdu la mémoire. OK, l'été prochain, on s'en va là. C'est ça. Non, c'était un coin mystérieux, cette région-là. Mais bref, de toute façon, si tu roules puis que tu as une boule qui te suit, mais que tu arrêtes puis que tu vois que la boule arrête, ça te peut, là. Tu sais, si c'est une boule de gaz, elle va continuer, cette Moses de boule-là. Là. Ou une boule électrique causée par la statique. C'est ça. Mais de la statique, c'est pas rouge. C'est blanc. Il y a une madame, moi, j'avais connue, on va l'appeler une Cathy, je ne veux pas donner son nom. Elle, c'était durant l'été, puis la boule de lumière avait rentré par la fenêtre de la chambre, avait été dans la cuisine, fouillait partout comme si elle cherchait quelque chose. Elle a fait toutes les pièces, elle a fait tout le tour de la maison pour ressortir par le même endroit. Ça, c'est pas du hasard. On parle d'une boule de quel diamètre, à peu près? La grosseur d'une tête humaine. Oh. OK. Là, on peut-tu parler de foudre en boule? On peut-tu parler de feu follet? Ou carrément, on est en présence d'un vaisseau extraterrestre? Parce que les boules, ça pourrait être aussi
une façon, comment je pourrais dire, des caméras flottantes qui espionnent comment les humains vivent, comment topographier la région. Exactement, comme un genre de drone. C'est ça, c'était un drone, oui. En le fond, c'est ça, c'était un drone extraterrestre ou autre. Dans le fond, on ne sait pas de l'origine. Non, c'est ça. C'est pour ça que je suis souvent porté de dire entité à la place de dire extraterrestre, parce qu'on n'a pas la preuve encore pour le moment. Exact. Peut-être bientôt, parce qu'à la science, plus on s'avance. Puis surtout que là, on a trouvé de l'eau sur la planète Mars. Puis là, on a même trouvé des fossiles de bactéries dans les pierres qui ont été projetés il y a 10 000 ans. Ça fait que la possibilité que la vie puisse exister ailleurs, elle va être prouvée d'ici 10 ans. Là. Tous les scientifiques le disent. Ben, gars, si on trouvé, je ne sais plus trop combien c'est rendu, 4500 exoplanètes, je pense, ou quelque chose comme ça, c'est énorme. Et s'il y a d'autres planètes semblables à la Terre, avec de l'eau, des sols, etc., pourquoi il n'y aurait pas de vie là-dessus, là? Puis aujourd'hui, les moyens de transport, peut-être qu'eux autres, c'est beaucoup plus évolué que nous autres. Nous autres, on a stallé à quelque part, là. Il y a quelque chose qui... C'est sûr, eux autres, ils voyagent peut-être probablement par des dimensions, là. Ils tombent dans une dimension, une autre dimension. C'est comme moi ouvrir la porte, puis là, j'arrive dans une autre pièce. Un trou vert. Un trou noir. Un vortex. Ouais, une porte induite. Un trou de verre quelconque, ou peu importe. Il y a tellement de... il y en a, là, tu sais. C'est ça, parce qu'avec un trou noir, si tu arrives dans un vaisseau, tu peux prendre l'énergie, poum! Oui, tu n'as pas propulsé. Oui, c'est ça. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le vortex vraiment, là. Pour ressortir, qu'est-ce qu'on appelle dans le trou blanc, là, à l'extérieur. Il y a un autre phénomène aussi que Benoît me demande la question. Est-ce que c'est comme est-ce que, tu sais, l'éclairage qui éclaire toute une ville là, durant la nuit, c'est une technologie chinoise? C'est-tu quelque chose comme un flare, comme l'armée utilise? Non, c'est pas si fort que ça. Là. Un flare de l'armée ne va pas éclairer une ville au complet, on s'entend, là. Moi, je dirais peut-être des satellites qui seraient capables, là, avec les un peu qui avait inventé ça dans les années 90? Je pense que c'est les Américains, je crois, là, qui avaient inventé un satellite pour vraiment éclairer ou chauffer un champ comme en plein jour. Oui. Peut-être les Américains, peut-être les Européens, pas les Européens, non, pas dans ce temps-là. Ce serait plus peut-être les Américains ou la Russie, mais ils sont pas forts là-dessus, là. Je ne sais pas, on n'a pas bien d'informations là-dessus. C'est qu'à la fin des années 40, j'avais vu ça dans le journal La Patrie. L'armée américaine avait expérimenté tous les aurores boréales. Ouais. Il avait réussi à en provoquer un artificiellement. Ça, justement, ça éclaire le ciel. Après, j'ai pas vu d'autres articles de journaux. Est-ce qu'il y a eu d'autres recherches? Parce que sur le plan de vue militaire, ça devient super là, intéressant. Là. Tu peux éclairer tout un secteur, aller envahir l'ennemi sans problème. Il y a aussi que c'est vrai que Jean Morissette vient de m'écrire, ça aussi on n'a pas mentionné, les énergies causées par les plaques tectoniques. Les failles géologiques aussi, ça peut dégager une luminosité, mais des fois, c'est pas nécessairement... Ça peut être un genre de brume lumineuse, si on veut, ou ça n'est pas nécessairement une boule, mais je sais que ça peut être un élément comme une lumière diffuse qui sort du sol. Ça, je sais que ça peut arriver, ça peut être comme ça, c'est pas nécessairement En 89, quand il y a eu le fameux tremblement de terre... Moi, je me rappelle, pendant toute la semaine, tous les soirs, moi, j'allais après au SP, j'allais dehors, puis j'étais assez jeune. Je regardais le ciel, puis je voyais comme si ça aurait été une ampoule que j'aurais lancée à bout de bras. Puis je disais, papa, je dis à mon père, il y a des étoiles filantes, ça n'a pas d'allure cette semaine. Puis effectivement, dans la même semaine, c'est là qu'il y a eu le fameux tremblement de terre. Probablement, c'est ça, c'était le sol qui travaillait, qui fait comme des étincelles. Friction, quelque chose, Mais c'était quand même assez bas. Puis on voyait que c'était différent. Parce que la forme, c'était vraiment la forme d'une ampoule. Tandis une étoile filante, ça traverse. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, ça, j'ai un témoignage de quelqu'un qui avait vu un ovni, qui est descendu au-dessus de lui, s'est remonté par étage, à un coup d'une centaine de pieds à la fois, puis ça a terminé dans le ciel, très loin. Ça a terminé comme une étoile, et c'est parti de ce point-là, c'est parti comme une étoile filante. Il dit qu'aujourd'hui, ce témoin-là dit qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il voit une étoile filante, il y a des doutes. C'est normal parce qu'il l'a vu quitter, puis que ça a fait une traînée comme une étoile filante.
Fait qu'encore là, je ne sais pas si vous avez eu des témoignages dans ce sens-là chez vous, de chacun de votre côté. Mais moi, quand il m'a dit ça, ça m'a fait oh, OK. C'est rare des ovnis qui vont comme décoller du sol pour monter d'un coup vers le ciel. Là. C'est ça. Habituellement, ils sont dans le milieu du ciel, puis ils redescendent vers la Terre. Où ils peuvent décoller, oui, mais ils vont voler une certaine hauteur, puis ils disparaissent rapidement, un peu comme l'ovni de Paulus Bonaventure. C'est ça qui s'est passé. Il a décollé vers le sud. Effectivement. À très grande vitesse. C'est ça, parce qu'un ovni n'agit pas de façon normale. Non, c'est saccadé. Il va arrêter, puis il va tourner. C'est des mouvements qu'aucun appareil, en tout cas. C'est ça, c'est pour ça que normal, la personne qui... j'ai vu une étoile, mais qu'à la façon qu'elle se déplace, on voit tout de suite qu'on n'est pas en présence d'étoile filante, là, mais vraiment d'un objet qui est haute, qu'on ne peut pas déterminer. Ouais. Rien que par la façon qu'il va se déplacer. Mm-hmm. Parce que, qu'est-ce que le monsieur il a dit? Moi aussi, j'ai déjà vu ça au lac. Ça ressemblait comme une étoile. Ça l'arrête. Ça tombe en chute libre. Ou bien ça va lentement, puis là, ça prend de la vitesse, puis là, ça frappe comme s'il y avait un mur invisible pour prendre un angle de 90 degrés, puis là, s'éteint comme une étoile filante. Mais par la façon d'agir de l'objet, c'est pas une étoile filante, ça, c'est sûr. Puis ça fait pas de bruit la plupart du temps. C'est ça, ça fait jamais de bruit. C'est impossible pour nous autres. Ça. Malgré qu'il y en a des ovnis qui ont du bruit, parce que j'ai apporté justement une petite surprise au public. Oui, c'est ça, on va le faire entendre tantôt. C'est assez intéressant. Mais il y a une autre grosse nouvelle aussi qui a circulé cette semaine. C'est sorti le 22 dans le New York Times. En fait, c'est à propos du Pentagone. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. Je l'ai aussi partagé sur Zone Parallèle. Cet article-là, ça mentionne dedans qu'effectivement, le Pentagone n'a jamais cessé de faire des observations d'OVNI. Vous vous souvenez, il y a eu un article cet hiver qui disait, oui, il affirme avoir fait ça, mais qu'il n'en faisait plus depuis 2012. Mais là, ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit, puis ils disent, non, en fin de compte, on n'a jamais arrêté. Donc, il y a des demi-révélations, mais tu sais, eux autres, le Pentagone, la NASA, le gouvernement, tu sais, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent sur la vérité des ovnis. Moi, je le sais que ça existe. C'est sûr, pour tout le monde, notre public qui écoute, pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est pas évident. Moi, je sais que ça existe. Je sais que, bon, tu sais, il y a différentes formes et tout ça, mais bref, que le Pentagone commence à dire que il y a ci, puis il y a ça me fait tout le temps rire. Parce qu'on le sait que le gouvernement américain puis la Russie, ils ont des ovnis, ils ont des bases souterraines. Tu sais, à peu près 600 bases souterraines aux États-Unis. Au Canada, on a une centaine, qui a rapport avec le phénomène ovni, évidemment. Oui, ça me fait tout le temps rire. C'est sûr que c'est la sécurité nationale. Oui. Il faut qu'elle passe en premier. C'est évident, tu ne peux pas étudier les ovnis. Oui, mais il disait, c'est parce que... On ne sait pas l'objet qui se déplace. Ça peut être aussi bien un satellite espion ou quelque chose d'autre. Il faut étudier. Ça fait partie de la sécurité nationale. Si le gouvernement ne fait pas ça, on a un gouvernement irresponsable à ce temps-là. Oui, mais de là, l'importance de pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous en ont passé une petite vite. En disant cet hiver que, de peu, on fait ça jusqu'en 2012. T'as un petit peu que ça en va avec ton petit sac de menterie, toi, là. Parce que là, je regarde, il y a le département de la Défense, il est toujours soucieux de maintenir une identification positive sur tous les aéronefs dans notre environnement opérationnel, ainsi que l'identité pour capacité étrangère pouvant constituer une menace pour la patrie, a déclaré Sherwood. Donc, M. Sherwood, attendez un petit peu que je trouve son nom, c'est Christopher Sherwood. Il a reconnu que le ministère enquêtait toujours sur les observations prétendument de vaisseaux spatials extraterrestres. S'il enquête toujours là-dessus, c'est parce qu'il envoie à quelque part. Ben oui, c'est sûr. Puis il continue de dire, de compter des menteries à gauche, à droite. Oui, mais il y a une raison pourquoi que le gouvernement ne dit pas la vérité aussi. Il y a des gens qui ont très peur qu'il y ait une manifestation d'OVNI ou qu'ils voient quelque chose. Quand tu as un appel? Vas-y, continue en ligne. OK. Tu sais, ça me fait penser. J'avais dit sur un de mes lives, là, sur ma page publique de l'Insolite et l'étrange. Allô? Il y avait un ovni qui avait atterri à Saint-Augustin-des-Maures, qui est juste un petit peu avant Québec. OK? Fait que là, j'avais dit, écoute, il y a un ovni qui a atterri. Ça a pris 24 heures, 30 heures que l'armée a été sur place pour aller voir, tu sais. Où ce que j'arrive avec ça, c'est que, écoute, il y a des gens qui m'écoutaient.
Puis là, il dit, Raymond, moi, j'ai peur, je vais déménager d'être là, je veux pas avoir un martien dans ma cour. Ben voyons donc. Tu sais, mais je comprends ces gens-là aussi. Fait que le gouvernement, tout ça pour dire que ils savent que les gens ils ont peur jusqu'à un certain degré, tu sais. Fait qu'ils veulent pas dire que, hey, oui, les enlèvements, c'est vrai, oui, les mutilations d'animaux, c'est vrai, puis que, ça veut dire qu'en fin de compte, vous avez pas le contrôle sur le ciel. Tu sais, NORAD, ils voient tout, là. C'est sûr. Tu sais, NORAD sont capables de voir la grosseur de 25 cents. C'est ça, avec les nouveaux satellites qu'ils ont, c'est ça, ils peuvent voir tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas révéler tout de suite, mais tranquillement, ils révèlent des brides d'informations pour habituer les gens. Mais Caroline, ça va prendre 200 ans, ça continue. Mais je comprends aussi qu'ils ne veulent pas créer panique parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Puis moi, je fais juste en parler à, je sais pas moi, un voisin, un ami quelconque, puis qui ne croit pas au phénomène. Et Simonac, excuse, mon ami, mais t'es dans le champ. Ah oui. Parce que là, je reste poli en disant ça. Là. Tu vas dire t'es fucké, toi, là. Ben, c'est ça qu'on me dit. Ben oui. On me dit, ben c'est ça. Je fais partie du club des fuckés, mais... Oui! C'est sûr que l'armée canadienne allait des belles preuves. Oui, ils ont des belles photos aussi. Parce que depuis 1948, dans les avions d'interception, sont mis de 2 caméras. Ah, mais arrête, dis plus ça. Dis pas ça, parce qu'eux autres ont tout le temps dit que c'est un ballon sonde. Hein? Ou un satellite. C'est peut-être des canards. Un satellite rond, ça n'existe pas en tout. Là. Ils ont tous des... Tant qu'à moi, là, des panneaux solaires après ça, hein? Ben non. Cricket? On va faire le son de cricket en tabarouette parce que c'est vraiment... je trouve ça... toujours. Oui, OK. Bon. Parce que depuis 1948... C'est ceux qui ont poursuivi les ovnis. Ben oui. Puis ils ont des photos. Puis ces photos, ils n'ont jamais été déclassifiées. Comme en 1954, au-dessus de Montréal, quelques jours après le cas de Saint-Bernard de la Colle, il y avait justement, c'était une famille qui avait vu une soucoupe volante atterrir, il y avait vu des entités. Quelques jours plus tard, à peine, à Montréal, il y a un ovni qui avait été aperçu, puis il y a un avion Sabre qui a poursuivi l'ovni, puis l'objet se trouvait à 50 000 pieds. Puis habituellement, les ballons sondes, le plus haut qu'elle allait à l'époque, c'était 45 000. Il était beaucoup plus haut qu'une sonde, un ballon sonde. Okay. Puis effectivement, à l'époque, comme je te disais, il y avait déjà le fameux Boys Noir, une caméra à l'intérieur puis une caméra à l'extérieur. Il y a des photos de ça. Puis ce cas-là, ça fait quoi? Peut-être 65 ans, 70 ans. Puis c'est pas déclassifié encore. Aucune photo prise par les avions d'interception ont été déclassifiées. Puis pourtant, elle existe. Il y a une section qu'on appelle les dossiers non existants en Alberta. Puis, c'est en Alberta, quand il y a un objet qui va s'écraser, disons un satellite espion, il y a une base militaire en Alberta. Oui, c'est là qu'ils vont étudier. Surfield, ça s'appelle, cette place-là. OK, oui. Ouais, ça, c'est très vieux, ça. Oui. Ouais. Savez-vous quoi? Quoi? On va être obligé d'aller en pause. OK. Ben oui, déjà. Quelques minutes. OK. On va revenir tout de suite après. De retour avec Raymond Choquette et Donald Cyr, ufologue, en fait archiviste. Mais avant de continuer, j'aimerais ça parler avec toi, Raymond, sur un truc, parce qu'on a reçu un courriel pour toi avec plein de questions. Puis ensuite, on va parler de Bonaventure, qui est tant attendu, parce que la dernière fois, tu n'as pas eu le temps. Puis il y a plein de monde qui ont osé péter un petit brin. On va en parler. OK, on va commencer avec le courriel. Ça va être rapide. Le courriel, bon, c'est sûr qu'il y avait plusieurs questions. C'est un dénommé Martin, je crois. Exactement. Qui m'a demandé, il y avait plusieurs questions. Mais écoutez, là, c'est sûr, comme je t'avais expliqué par Messenger, par message audio, bon, je peux pas prendre toute la place. L'invité, c'est Donald. C'est l'émission à Donald. Mais je vais répondre à quelques questions. Il me demandait... C'était quoi l'Alliance? C'était quoi les extraterrestres que je parle souvent? L'Alliance, bien, à quelle fréquence que je les vois? Les extraterrestres de l'Alliance, en fin de compte, les êtres de l'Alliance, j'aime mieux dire être moi aussi que extraterrestres, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent sur Terre. L'Alliance, c'est qui? Là-dedans, tu as des êtres qui ressemblent à des grands blonds. Ça ressemble à des êtres humains. Ils sont très grands, habituellement. Les femmes sont très grandes.
Quand on les voit de loin, on penserait que ce serait des humains. Quand on s'approche d'eux et si on a la chance de communiquer avec, de jaser avec eux, c'est des êtres qui sont très, très, très spirituels. Et le sujet, habituellement, ça va porter sur la quête spirituelle de toi, tu sais. Fait que là, vous allez vous rendre compte que c'est pas des êtres humains. Ça, c'est une chose. Ça, c'est les grands blonds. Les nordiques, ça ressemble à ça aussi. Il y a aussi des êtres bleus qu'on entend souvent sur les sites web. Les êtres bleus sont assez grands, 5 pieds 10, des fois 6 pieds. Ils ont comme une espèce de, pas du poêle, mais un duvet sur eux. Ils ont un petit bec, mais c'est pas le bec des canards qu'on voit. C'est vraiment, comme on va dire, un petit museau. Sont très gentils, eux autres, les êtres bleus. Après ça, il y a qui? Il y a des Casiopéens. Ça, c'est mes préférés qui font partie de l'Alliance. Casiopéens, ils ont des grandes oreilles. Ils ont des grandes têtes. Il y en a qui ont 3 doigts. Ça peut mesurer entre 5 pieds et demi, 6 pieds, des fois un peu plus. La forme, c'est quoi, eux autres? Les Casiopéens? Ben, c'est ça, ils ont une grosse tête ronde, ils ont des gros yeux globuleux. Quand ils parlent, ils ont une voix très, très aiguë comme ça. Habituellement, ils sont télépathiques. Bon, ça fait du bien. Fait que ça, j'en vois souvent à Saint-Hilaire. C'est un peu comme des petits gris, des grands gris, tu veux dire? Non, même pas la tête, les yeux, c'est pas pantoute. Non, ils ont vraiment des... Non, je sais, les grands gris, eux autres, ils ont des grands yeux, mais on s'entend que c'est pas leurs vrais yeux. Ils ont comme une coquille fumée, là. Okay. Les Casiopéens, c'est vraiment des gros yeux. Puis ils ont des pieds un peu comme des éléphants, tu sais, comme des gros orteils écartillés, là. Mais ça court très vite. Okay. Ça, il y en a beaucoup à Saint-Hilaire, là, ça. Ça court très, très, très vite. Est-ce que ça t'est arrivé des fois d'en voir accompagné de quelqu'un, mais que tu es tout seul à les voir? Parce que écoute, quand j'amène des gens, quelques personnes à Saint-Hilaire pour voir des êtres comme des Casiopéens, c'est sûr que les gens voient ces êtres-là. Là. Ils ne sont pas dans l'invisible. Parce que dans l'Alliance, tu as des êtres invisibles. Quand je dis dans l'invisible, ça ne veut pas dire le plan céleste, les archanges, là, Uriel, Michael, Gargamel. Là, c'est pas ça. Là. C'est vraiment des êtres invisibles. Ils font partie de le côté extraterrestre. Je le sais, j'allais passer une vite. J'ai fait un petit joke. Là. Mais ces êtres-là, tu les vois comme je te vois. OK. Mais tu peux être seul à les voir parce que tu vois ça comment est-ce qu'on dit? Oui, ton ouverture d'esprit, ça dépend dans quel contexte puis où est-ce que tu es situé en ce moment quand tu les vois. Okay. C'est sûr que je te dis, Saint-Hilaire, Sainte-Croix, on s'entend que tu vas les voir en réel. OK. Si tu es dans un autre endroit, disons chez vous, ils vont peut-être se manifester invisiblement ou tu vas le voir. Il y a des gens qui me rapportent, je l'ai vu de mes yeux vus, c'était pas en astral, mais mon chum ne l'a pas vu. Ça arrive aussi. Okay. Mais dans l'Alliance, excuse-moi, tu as des centaines et des centaines d'êtres différents dans l'Alliance. Les vaisseaux, à cette heure, pour les différencier, là, c'est pas évident. Tout ce qui est boule orange, boule rouge, boule bleue, en tout cas, boule de toutes sortes de couleurs. Habituellement, c'est des vaisseaux de l'Alliance. OK. Les cigares, ou ce qu'on appelle des ovnis en forme de rods, en anglais, là, ça, c'est neutre. Les triangles, c'est méchant. Les triangles, il faut faire attention. Là-dedans, t'en as un, c'est un avion secret, là, le TR-3B. Là, ouais. Mais t'en as un autre, c'est vraiment un vaisseau extraterrestre en forme de triangle, ou en forme de boomerang. Ça, tu en as beaucoup dans le secteur de... Comment on appelle ça? Après Berthierville, Louisville. Ça, il y en a beaucoup dans ce coin-là. Comme un V, là. Il y a comme un V. Ben, c'est ça arrête en spécial, c'est super gros, ça fait pas de bruit. Tu sais. J'ai reçu un courriel cette semaine d'une dame qui a vu ça à Charlesbourg. C'est quand même ici, là. C'est à Québec. Tu me l'as pas dit. Non, j'ai pas eu le temps de te le dire. La dame a vu ça dans les années, je pense en 2017 ou 2015, je sais plus. Là, j'ai pas le courriel, je l'ai pas en tête, là, vite fait. Mais c'est ça aussi. Et son fils a vu quelque chose aussi dans le bois suite à ces trucs-là. Mais ça, je vais en reparler. Parce que je respecte l'anonymat aussi des témoins. Mais je vais quand même peut-être en parler ultérieurement dans une autre émission ou je vais le mettre sur zoneparallèle.com. Ceux qui veulent voir l'histoire qu'elle m'a envoyée. Puis je la crois, cette dame-là, même si je ne la connais pas, parce que les éléments de la façon dont elle parle, je sais ce qu'elle dit, que c'est vrai. Ça donne des indices là, sur la façon qu'elle s'exprime puis tout ça. Là. Exactement. C'est intéressant, ça. Fait que, en tout cas, bref, l'Alliance, c'est ça. L'Alliance, il y a plusieurs êtres, il y a plusieurs vaisseaux différents. Il y a aussi la forme de disque
qui peut être relié à l'Alliance. Okay. Tu as beaucoup de vaisseaux de lumière. Les vaisseaux de lumière, bien, ça, on en voit partout au Québec. Vaisseau de lumière, ça veut dire que c'est un vaisseau qui va atterrir. Des fois, il va rester dans les airs, mais c'est pas un vaisseau de tôle, c'est pas un vaisseau d'acier, là. Parce que tu as des êtres de lumière aussi parmi les êtres de l'Alliance. Quand je dis des êtres de lumière, c'est pas encore le plan céleste, c'est pas des archanges, là. Parce que dans la grande famille, si on veut, extraterrestre, il y a des ultraterrestres, ceux qui vivent à l'intérieur de la Terre. Tu en as des bons là-dedans. Tu as des extraterrestres, ceux qui restent à l'extérieur. Tu en as qui habitent sur Terre. Après ça, tu as les êtres spirituels que j'appelle les supraterrestres. Les autres sont intéressants. Fait que Cassiopée, les gens de Sirius aussi. Les êtres de lumière, ben lui, les autres, je les mets dans ce qu'on appelle les ultraterrestres. OK. Fait que c'est pas mal ça. Là-dedans, ben, au Québec, écoutez, il y a beaucoup d'êtres de l'Alliance. Tu as des êtres neutres aussi. Des êtres neutres, c'est quoi? Là, tu as des grands gris, des moyens gris, puis des petits gris. Quand on dit ça, les gens disent tout de suite, ah, c'est des pas bons. Non, non, il y en a qui sont bons aussi là-dedans. Comme ça, à Sainte-Croix. Je ne sais pas, des fois, moi, je sais pas, regarde, moi, je voudrais pas en voir un dans ma face. Non. Mon fils en a vu. Ben oui. Mais moi, je l'ai pas vu. Non. Mais le voir, je suis pas sûr que je serais prêt, là. Aller fumer une cigarette avec, non? Non, je pense même pas. Moi, j'aimerais ça. Ben, ça dépend, tu sais, parce qu'on le ressent quand il y a quelque chose. Oui, ben oui, c'est sûr. Si c'est positif, négatif, ou si ça dégage quelque chose d'intense. Oui, puis c'est ça, je vais me dépêcher avec ça pour finir avec cette histoire-là. Là. Il y a des gens qui me demandent aussi comment on fait pour différencier les bons et les pas bons. C'est en regardant l'énergie des êtres, en regardant les chakras de l'être. Tu sais, il y en a qui ont 6 chakras, il y en a qui en ont 7, il y en a qui en ont 8. Fait que c'est à peu près ça pour l'Alliance. Fait qu'à quelle fréquence que j'envoie? Bien, écoutez, moi, je suis chanceux. Je pense que je suis chanceux. J'envoie, écoutez, à chaque semaine comme c'est là. Parce que, bon, je me promène un peu partout. Je vais à Saint-Hilaire. Ils viennent chez moi. Mon voisin en a vu. Mon chien, il les a vus aussi. Tu sais, j'ai un contact privilégié avec l'Alliance. On va dire ça comme ça. Bien, je pense que tu n'es pas le seul qui envoie régulièrement. Vraiment c'est pas. Qu'est-ce qu'on appelle du CE5. Du CE5, c'est rencontre 5. Ben, tu sais, classe 5, évidemment, de rencontre 3e type, c'est parce que tu envoies souvent. Tu sais. Bien, c'est ça. C'est comme parce que tu es un contacté ou tu es une personne très ouverte à ça et tu es capable de capter les énergies, en fait. Tu sais, il y a aussi des messages, parce que quand je fais des conférences où je vais faire une canalisation avec des aides de l'Alliance, ben là, je vais avoir des messages qui vont rentrer. Tu sais. Fait que là, mon public qui me suit, des fois, j'ai 50 personnes qui viennent à mes conférences. Le monde aime ça, tu sais. Mais ça, c'est comme les gens qui rentrent en contact avec les entités des personnes décédées. C'est des personnes, on peut quasiment appeler ça des contactés parce qu'ils sont capables de... Oui, c'est le plan céleste. Bien, c'est ça. Oui, c'est bon. C'est un peu dans le même typique. Il y en a qui vont voir des fantômes, d'autres vont voir des extraterrestres, mais voilà. des entités. Et si on parle maintenant, enfin, de ton espèce de... Bon, Place Bonaventure. Ouais, oui. Ça, c'est un gros cas. Je vais essayer de le résumer assez rapidement pour pas... parce que habituellement, ça me prend 1 heure passer en travers de ce cas-là, là, mais on va aller vite, là. On va dire au moins les détails les plus croustillants. Bon, le cas de l'OVNI de la place de Bonaventure, qu'on devrait appeler plutôt l'OVNI de Montréal, l'OVNI du centre-ville de Montréal, ça s'est produit le 8 novembre 1990 à 19h. OK. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît. C'est ça. La vraie histoire... C'est pas que c'est la vraie histoire, mais avec toutes les aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui, bon, tranquillement commencent à parler, il y a beaucoup de témoins qui révèlent des informations. On sait que l'OVNI a été apparu au-dessus de l'île des Sœurs. L'île des Sœurs, c'est où? C'est entre Mont-Royal, entre Verdun et Brossard, à côté du pont Champlain. L'OVNI était apparu là dans les alentours de 18h30. Vers 19h, là, on l'a vu apparaître, si on veut, circuler, ben, non, pas circuler, j'aurais pas dit ce mot-là, mais voler à très basse vitesse au-dessus de la place Bonaventure et la place Lago-Chatière. La place Lago-Chatière, dans ce temps-là, est en construction. Elle n'était pas finie comme aujourd'hui, là. Fait qu'on dit que
d'après les témoins, puisqu'il y avait des très, très beaux témoins, des témoins très importants qui étaient là à la place de Bonaventure, l'OVNI est à une altitude d'à peu près 2500-3000 mètres d'altitude. C'est pas tellement haut, ça. Ça veut dire c'est comme un avion qui s'en va vers, disons, l'aéroport de Dorval ou ici, en Seine-Lorette, puis que l'avion, là, est à 2500 mètres, ça veut dire qu'elle est vraiment très basse, on la voit bien, on voit des détails et tout ça. Bon, pour continuer l'histoire, l'OVNI est apparu à la place de Bonaventure. Il y a un couple qui se baignait, parce que la place de Bonaventure, c'est l'hôtel Hilton qui est là. Il y a un couple qui se baignait dans la piscine. Puis à un moment donné, la petite madame a dit à son mari, « Regarde des airs! » Il y a une grosse OVNI. Fait que là, le monsieur, il regarde des airs puisqu'il ne croyait pas sa femme, tu sais. Puis là, il voit ça, la bouche ouverte, tu sais. Puis là, il dit, « Wow, ça, c'est gros. » Fait que là, il avertisse la surveillante de la piscine qui s'appelle Lynn Saint-Pierre. Elle voit ça. Elle est paniquée. Elle rentre à l'intérieur de l'hôtel pour avertir la réception de l'hôtel. Fait qu'en fin de compte, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup de monde sur le bord de la piscine à tout à regarder comme ça. Puis le monde sont dans l'hôtel, se demande qu'est-ce qui se passe puisqu'ils voient tous des doigts qui regardent vers le ciel. Fait que là, on est rendu qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de témoins, là. Puis là, il y a des gens... il y a 2 réunions très importante qui se fait à la place de Bonaventure ce soir-là du 8 novembre. Écoutez bien ça. Premièrement, il y a une réunion des Raéliens qui est là. Qu'eux autres, ils n'ont pas été... oui? Pardon? Ah oui? Oui. Qu'ils n'ont pas été témoins. En tout cas, je n'ai pas de témoin raélien qui est venu me conter leur histoire, mais il y avait une réunion de Raéliens qui était là. Deuxièmement, il y avait des gens il y avait des pilotes de Air Canada, il y avait des gens de NAV Canada. Et ça, je les adore. NAV Canada, c'est quoi? NAV Canada, c'est une compagnie qui est presque gouvernementale. C'est eux qui gèrent tous les tours d'aéroport, tous les tours de radar. On parle de civil, on parle pas militaire. Okay? J'ai entendu ça, moi, qu'il y avait ça aussi, cette gang-là. Fait qu'écoutez, ces gens-là, là, quand ils sortent dehors, là, ils voient l'OVNI, ils sont habitués. Ils savent que c'est pas des canards, puis c'est pas des drones, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là. Puis en même temps, ils voyaient des avions qui circulaient autour, parce que Dorval n'est pas loin, on s'entend, qui est à peu près, on va dire, à même pas 3 minutes de vol d'avion. Fait que là, ils voyaient un avion qui passe à côté. Écoute, c'était gros. Les autres, ils calculent que ça a quelque chose comme 500 mètres de diamètre côté grosseur d'OVNI qu'ils voyaient. Ça faisait un petit son. Ça faisait comme un son comme un... J'essaie de... Ça me fait passer le son que j'entends. Tu sais, comme un ventilateur qui tourne là, sur un fond. Ça fait comme roum, roum. Mais tu sais, peut-être pas si fort que ça, mais très, très... Hey, on va vous en faire entendre un tantôt, un son. OK, bon, okay, vous avez entendu ça, on s'en va. Là. Fait que, bref, là, je vais essayer d'accélérer un peu. Là. L'OVNI, OK, de 19h, à partir de 22h30 à peu près, excusez-moi, oui, c'est ça, 22h30, l'OVNI décolle, ça va vers l'est. Là, il y a des gens qui circulent sur la rue Notre-Dame, sur la rue Ontario. Ils voient l'OVNI. Grosso modo, suit la rue Ontario, des fois la rue Sainte-Catherine, jusqu'au stade olympique, se dirige vers la base militaire de Long Point. Qu'est-ce qu'on appelle le 202e dépôt de l'armée. Ils font quoi, cette base militaire-là? C'est un gros garage. C'est là qu'ils entreposent tout ce qui est char d'assaut, l'armement. Et vous avez aussi un souterrain qui est sous la base, qui est gigantesque. Même 2 souterrains, 2 niveaux. OK. Au début, ben, je connaissais bien la base de Long Point parce que j'y allais des fois. J'avais des amis qui travaillaient là. Fait que moi, pour moi, ça ne m'intéressait pas, cette base-là. Jusqu'à ce soir-là du 8 novembre 90. L'OVNI arrive au-dessus de la base de Long Point. À ce moment-là, il y a une grosse panne d'électricité juste sur la base militaire. Ah bon? Vu que je connaissais des gens à base militaire, ben là, j'ai des amis, des policiers militaires qui m'appellent. Raymond, écoute, il y a une grosse OVNI, tu connais ça, viens voir ça. Ben, écoute, ça donne bien. Moi, je restais pas loin dans ce temps-là. Fait que je décolle de chez moi, je m'en vais à Long Point. J'ai pas vu l'OVNI vraiment. Je voyais une forme parce qu'au-dessus de la base de Long Point, il y avait subitement une espèce de brouillard qui était juste au-dessus de la base de Long Point. Fait qu'entre l'OVNI puis la base militaire de Long Point, il y avait cette espèce de brouillard-là. Fait que je voyais pas très bien. Je voyais comme des lumières, mais ça restait comme ça. Bon, là, j'accélère un peu parce que je vais manquer de temps, là, je sais. Là, bientôt, tu vas me faire des grands signes.
Qu'est-ce qu'on sait, c'est que l'OVNI est venu chercher 2 êtres qui étaient à la base militaire de Long Point. Ah ouais. Là, il y a des témoins. C'est des gens qui étaient sur place, sur la base, puis ils m'ont bien dit qu'à un moment donné, l'OVNI est descendu. Il y a un rayon de lumière, un peu comme Star Trek, si tu veux. Il y a un rayon de lumière qui est arrivé au sol. En même temps, moi, pendant ce temps-là, évidemment, j'étais sur place. Je parlais avec je peux pas dire le nom, là, évidemment, de la personne qui est là, parce que le commandant, il était là. Fait que je parlais avec le commandant parce que je le connaissais un peu. Puis il me dit à un moment donné, il dit, écoute, il dit, il y avait des walkie-talkies sur lui, puis il dit, écoute, il dit, il y a une alerte qu'on a présentement parce qu'il n'y a pas d'électricité, la génératrice ne part pas, sont venus chercher quelqu'un, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on a su? Ils sont venus chercher 2 êtres. Fait que je soupçonne grandement que c'est un vaisseau de l'Alliance parce qu'on le sait à cette heure, aujourd'hui, en 2019, puis ça m'a été confirmé encore il n'y a pas tellement longtemps. La base de Long Point, c'est une prison pour des êtres extraterrestres. À chaque fois qu'il y a un crash, que ce soit Saint-Justin, comme des années 90, ou Marieville, ou aussi qu'il y a eu des crashs aussi. En tout cas, dans le centre du Québec, pas loin du Mont-Radar, à chaque fois qu'ils capturent des extraterrestres, ils amènent ça à Long Point, puis après ça, ils transfèrent ça habituellement ailleurs. Les ovnis, ils n'amènent pas ça à Long Point. Ils amènent ça en Ontario, pas loin d'Ottawa. Il y a un centre de recherche très, très intéressant pour tout ce qui est phénomène ovni. Bref, on sait qu'ils sont venus chercher 2 êtres. Après ça, l'OVNI a décollé vers les 23h30, parce qu'il est resté assez longtemps au-dessus de Long Point, là. Il a décollé à haute vitesse vers le sud, vers le Mont-Saint-Hilaire. OK, là, je vais juste préciser quelque chose. Il y a quelque chose de très croustillant que je vais vous dire. Ils ont dit dans les journaux que la police de Montréal il avait contacté la tour de contrôle de Dorval puis de Mirabel, puis que Dorval, il n'avait pas détecté l'OVNI. C'est pas vrai, ça. Dorval l'ont détecté, Mirabel l'a détecté, puis surtout Bagotville. Bagotville, c'est quoi? C'est un aéroport au Lac-Saint-Jean, un aéroport militaire. Ils ont des radars très, très puissants. Ça a été dit, ça aussi, dans le temps, hein? Ben, moi, il m'avait dit qu'il n'avait pas détecté l'OVNI au radar. Mais dans les premiers rapports, il disait que... Oui, mais ça me jamais entendu ça. OK, parce que moi, j'ai un rapport mais de la police de Montréal avant que la police de Montréal se fait saisir parce qu'ils ont eu de la visite de la NORAD. Là. Fait que, mais en tout cas, la police de Montréal, ça a l'air qu'ils avaient gardé un dossier. Là. Fait que ça, je lis ce dossier-là. Mais je te donnerai une copie si ça te tente, ça t'intéresse. Bagotville, ils ont fait décoller 2 CF-18. OK. Il me reste 4 secondes. 4 minutes. OK, je me dépêche. je vais finir avec ça. Long Point, ils ont fait décoller 2 CF-18 pour aller voir c'était quoi. Il y a des gens de Rawdon qui m'écrivaient, qui m'appelaient, parce qu'il y avait, Facebook qui n'était pas inexistant dans ce temps-là, là, qui m'appelaient, qui me disaient, Raymond, on vient de voir 2 CF-18, écoute, ils roulaient, façon de parler, ils volaient bien vite. Je pense qu'ils s'en vont vers Montréal. Je pense que je sais où ils s'en viennent, tu sais. Les deux CF-18, ils se promenaient des fois en dessous, des fois par-dessus, puis ils tournaient autour. Quand l'OVNI est parti vers le Mont-Saint-Hilaire à très haute vitesse, le CF-18 avait bien de la misère à le suivre. Tu sais, c'est comme si on comparait, un parachute de Léonard de Vinci avec la navette spatiale d'aujourd'hui. Tu sais, on s'entend qu'il y a une différence de technologie, c'est sûr, entre les deux. Là. Mais là, je blague. Là. Mais les CF-18, avec le radar, puis les radars de Bagotville, ils ont suivi, puis on le sait que l'OVNI, c'est comme, si tu veux, engouffré. Je n'ai pas de la misère de dire ce mot-là. En tout cas, la montagne a absorbé l'OVNI. Je voulais dire engouffré. Je sais pas ouais? dire. Ouais, c'est ça. Ah, ça, j'ai jamais entendu ça. Je sais qu'elle s'est promenée, parce qu'on dit Place Bonaventure, mais j'aime bien on devrait dire l'OVNI de Montréal, parce que ça a été vu de partout. J'ai plein de témoignages de ça. Il y a plusieurs centaines de personnes qui commencent à se manifester là-dessus. Oui, puis il y a eu des cas d'enlèvement aussi que j'ai entendu. Parle longtemps, moi. Oui, excuse-moi, là, c'est parce que j'ai bu une gorgée de mon jus d'ananas. Je ne sais pas, j'ai le droit de le dire, mais on va dire que c'est un chanteur de bar, là, comme ça. Oui, je l'ai reçu justement à l'émission. Puis lui, il me dit que, il y a eu un enlèvement cette même soirée-là. Puis il y a eu d'autres témoignages. Fait que
j'ai pas plus d'informations là-dessus, savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est que l'OVNI a enlevé des gens, je le sais pas. Là. Habituellement, l'Alliance ne font pas ça. Ils n'enlèvent pas des gens comme ça. Mais en tout cas, bref, c'est toute réserve. Là. OK. Je ne sais pas. T'avais-tu terminé là-dessus? Oui, là, j'ai fini. Puis toi, Donald, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'ils viennent de dire avant qu'on aille à la pause? Ben, c'est moi que j'ai correspondu. J'ai rencontré Alain Duchesne, que lui-même avait été enlevé, contacté par le phénomène des ovnis. Puis lui-même, il était camionneur de métier. Puis le soir de Saint-Bonaventure, il a été témoin, puis il a l'impression d'avoir été enlevé de nouveau. Mais il y avait l'impression, il n'y a pas aucun souvenir. Mais il se souvenait de sa première expérience quand il avait 7 ans, là, dans le coin de la Gaspésie. Là. OK. Il avait été témoin, puis c'est pour ça que quand tu parles d'enlèvement, ça correspond à un peu ce que lui me disait. C'est pour ça que je le crois. Pour les ovnis en forme de boomerang, dans la région, ben moi, c'est Paul Langlais du groupe Crovny qui m'avait parlé de ça. Ça avait été vu à Rock-Forest et à Saint-Élie. Ouais. Puis au début des années 80, sur Saint-Élie, il y avait souvent des manœuvres militaires qui se faisaient. OK. Parce que l'armée canadienne justement allait dans l'Europe de l'Est, parce que ça commençait déjà à aller mal en Europe de l'Est. Puis justement, les fameuses pyramides qu'on dit qu'on trouve au Mamfrey-Magaï, ben, c'était l'œuvre des militaires. C'était des points de repère pour se pratiquer les plongeurs. Là. OK, oui. Puis c'était comme un commando spécial. Mais ça avait même été annoncé à Télé7 à l'époque de Paul Warper. Si vous voyez des nouvelles, si vous voyez des objets au-dessus du lac, n'ayez pas peur. C'est seulement des pratiques militaires. Mais aujourd'hui, c'est rendu, on parle des francs-maçons, puis sortes d'affaires. Oui, il y en a beaucoup dans ce coin-là. Il y a des loges de francs-maçons. Là, oui, c'est vrai. Il y en a un groupe de francs-maçons, mais sur le côté... ça vient d'Europe, hein? Je veux dire, ça vient de la section anglaise-Angleterre. Oui, c'est ça. Mais je ne connais pas grand-chose, ces francs-maçons. Je ne pourrais pas t'expliquer les différences. Écoute, je pense qu'après la pause, on va revenir. J'ai bien des questions à te poser, Donald. OK. Oui, ça donnerait juste bien. Oui, ça a bien de l'allure. Oui, ça a de l'allure. Avec ceux qui ont des questions, je vous répète le numéro de téléphone. Bien, pas le téléphone, mais à moins que vous voulez appeler, là. Si vous voulez appeler, vous pouvez faire par le 1-844-903-5969 ou au 418-903-5969 ou par texto le 581-500-1196. On peut en prendre des appels, hein, Raymond, aussi, quelqu'un qui appelle comme ça, qui a des questions à poser. C'est comme je vous dis, ou par texto 581-500-1196 ou aussi pour commenter sur la page Facebook sous le poster de l'émission d'aujourd'hui. Alors, on revient tout de suite après la pause. Retour en studio avec Raymond Choquette et Donald Cyr. Avant de continuer, tant qu'à faire, je vais vous faire une petite pause pub météo. Présentement, sur Lévis, il fait 18 degrés. C'est nuageux, mais il n'annonce pas d'averse pour l'instant. Mais, en tout cas, pour l'instant, je dis bien, ça risque... Mais cet après-midi, ça se peut qu'on ait des petites percées de soleil. On s'attend à avoir 21 degrés sur Lévis et Québec. Ensuite, demain, on va atteindre les 20 degrés. Voyons, on m'a-tu parlé comme du monde? Je pense que j'ai pas assez dormi cette nuit avec tout... oui, c'est bizarre, hein? Ah, non, je pense que j'ai dormi 4 heures, c'est beau. Moi, il fallait que j'appelle quelqu'un d'urgence cette nuit. Là, ça a été pas mal ça, moi aussi. Oui, c'est le fun. C'est ça. Bref, après-midi, il va faire pas si pire. Peut-être qu'il va y avoir des possibilités d'averse à quelques endroits. Il va faire beau. En tout cas, bref... Et en tout cas, je suis tannée de la pluie, mais ça s'en vient, l'été s'en vient. On va s'en sortir vivant, mais la journée, au moins, la température est quand même bien. Là. C'est pas si pire. OK. Ma petite pause est faite. Donald Cyr. Oui. Qu'est-ce que... Tu sais, toi, là, je sais que je t'ai pas vraiment présenté dans tout. Toi, tu as commencé tu es un archiviste ufologique, mais depuis 1981. Oui. Et tu as été avec le groupe Ouranos dans le temps? Oui, j'ai correspondu pendant 4 ans avec Pierre Delval, qui était d'Ouranos en France. OK.
Après ça, lui, il m'a fait connaître René Deveilly, qui est un franco-québécois, qui avait fondé justement Ouranos Québec, puis c'est lui qui était le chef enquêteur. OK. Puis même on s'appelait au téléphone, c'est pour dire. Puis en plus, c'était un personnage que je respectais beaucoup, parce que lui, il a fait son service militaire. Il a été police dans l'armée. Ça fait qu'il avait une bonne connaissance pour faire des enquêtes. Puis il a été même policier pour la police à Paris. Ça fait qu'il avait une bonne formation, puis je sais qu'il avait même des contacts lui, avec l'Interpol, tout ça. Tu sais, il connaissait le milieu policier. Puis quand il a fait l'enquête sur M. Jancy de Saint-Eustache en 1978, il y avait un ovni qui avait descendu. Puis lui, il restait pas loin justement d'un terrain de golf. Oui, c'est ça. Sainte-Marthe, peut-être. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Je sais que ça avait apparu dans le journal. Ça se peut-tu l'œil de Belleuil? Non. Ça s'est produit à Saint-Eustache, c'est pas l'œil de Belleuil, ça c'est sûr. C'est le journal local qui avait pris des photos justement de l'endroit où le secoupe elle avait descendu. Elle n'a pas atterri, mais elle avait descendu. Un champ de maïs, je pense, quelque chose comme ça. Non, c'était dans un terrain de golf. OK, je me suis trompé, c'est d'autre chose. Puis la végétation, c'est pas comme les crop circles. Il y avait tourbillonné, puis il y avait écrasé, mais pourtant l'ovni n'a jamais atterri. On voyait justement les jeunes tout autour. Puis la famille Cyr de cette région-là, Saint-Eustache, ils ont tous vécu à un moment donné, puis ça sur plusieurs mois, des phénomènes étranges chez eux, paranormaux, comme moi j'ai vécu chez nous. C'est parent avec toi, ces cires-là? Non, seulement René Deveilly m'avait demandé ça. C'est-tu parent avec toi? Je dis non. Je sais que mon père le connaissait de vue, parce que quand il s'est marié, mon père, lui, c'était un joueur d'accordéon. Il avait joué l'accordéon pour lui, pour son mariage. Justement, il était habillé en militaire quand il s'est marié, M. Jancy. C'est ça, lui, à un moment donné, il a vu un ovni, il a pris son magnétophone, il l'a enregistré. Puis c'est le seul enregistrement que je connais qu'il y a eu au Québec. Puis quand M. Deveilly, quand Ouranos Québec il était rendu à sa femme, et René Deveilly, lui, il avait eu une demande d'emploi pour dans les îles. Je ne me rappelle pas si c'était la Martinique ou quoi, là, mais en tout cas, il avait été travaillé, puis il m'a remis ça. Moi, c'est comme s'il m'avait remis le flambeau. L'héritage. À un moment donné, moi, je l'avais mis sur Internet parce que ma cassette, elle avait brisé. Je l'avais collée, ma cassette audio. Puis, à un moment donné, on me l'a enlevé sur Internet, mon audio, parce que pour moi, c'est un cadeau. Puis, c'est mon devoir de le donner au public. C'est pour ça que je veux que ça joue. Puis, j'aimerais que tout le monde, s'ils sont capables, essayer de l'enregistrer. C'est peut-être une des rares fois qu'on va entendre ça, vraiment le bruit d'un ovni. Par contre, il faut dire que ça date de, tu me dis, 78? C'est ça, 78. C'est un monsieur-là qui a enregistré ce son-là. Tu dis qu'il était à distance de cet engin-là, est-ce que tu le sais? Oh, il n'était pas très loin. Peut-être 75 pieds, 100 pieds, pas plus loin que ça. Mais la seule chose qui est arrivée, il y a eu tous les malheurs. À un moment donné, le feu a pogné chez lui. Il y a des phénomènes paranormaux qui étaient arrivés. Puis ça a duré des années. Puis en plus, lui, il a tombé malade. C'est peut-être que ça n'a aucun rapport avec l'ovni lui-même, mais... Puis même sa fille, elle, après, on l'a ineptisée. On a ineptisé tout le monde, justement, pour voir. Puis sa fille, elle avait vu des extraterrestres, mais elle n'avait pas conscience. C'est seulement sur hypnose qu'elle avait vu. C'était justement des gris qu'elle avait vus. Mais c'était pas des méchants. Mais c'est tous ces malheurs-là. Est-ce que c'est provoqué par l'homme? Dans le sens, vas-tu fermer ta boîte parce qu'il va t'arriver ça, puis ça, puis ça? Moi, j'ai eu l'impression, parce que moi aussi, ça m'est arrivé pareil. Il y a des phénomènes paranormaux qui arrivent chez nous, mais pas toutes les semaines. C'est quelques fois par année, là. Puis j'ai l'impression que c'est nous autres. À un moment donné, il y a comme un conflit qui se fait. En ésotérisme, on parle de créer un égrégore, une énergie, puis peut-être cette énergie-là revient sur nous autres, ou soit véritablement, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé à ça aussi, que ça peut être les extraterrestres qui nous mettent dans telle circonstance pour voir la façon qu'on va agir. On est comme des cobayes pour eux autres.
C'est bon, Okay. ça. Ça, c'est bon pour nous tester, voir nos réactions. C'est ça, parce que la race humaine, ils aiment nos émotions. Pour quelles raisons ils sont intéressés par nos émotions? Il y en a qui n'ont pas d'émotions, point. Là. Exactement, c'est ça j'allais dire. Apparemment qu'ils n'en ont pas d'émotions, sauf les êtres de l'Alliance ou les êtres de... Eux, c'est plus émotionnel. Ils vont te faire ressentir un amour inconditionnel. Tandis que les autres, ils te font plus sentir la peur et la chair de poule que d'autres choses. Là. Ben, c'est qu'Henri Bordelot, il parlait de robots biologiques. Oui. Pour nous autres, on ne peut même pas imaginer une technologie biologique. Juste faire une parenthèse, Henri Bordelot, ça a été un des premiers ufologues au Québec. Ouais. Auteur de plusieurs livres. Ah oui, c'est le père de l'ufologie. Oui. Ça, là, c'est très intéressant. OK. Puis lui-même, à un moment donné, tout le monde riait de lui. Dans les années 70, là, quand il est mort, sa femme en avait tellement... Elle a détruit toutes les deux aussi. Ça a été épouvantable. Imagines-tu? Ouch. Hein? Quand on ne comprenait pas son mari, il dit, pourquoi il se fait passer pour le clown, puis puis quand ça coûte cher, tu pars d'une ville, d'une autre ville, tu fais des transports, c'est tout à tes frais. Puis pour se faire ridiculiser, elle ne comprenait pas sa femme pourquoi, mais lui-même, il a été témoin du phénomène. C'est comme une mission, lui aussi, s'est donnée. Moi, je veux que le public le sache, qu'est-ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose d'ailleurs qui vient nous visiter. Ben oui, regarde, moi là, c'est ça, c'est comme je disais en début d'émission, je fais moi aussi je me transporte d'une place à l'autre là, pour faire une enquête avec nos équipements puis tout. Puis c'est tout, moi qui paye de mon gaz, on paye le lunch, on est là pour longtemps, tu sais, c'est tout à nos frais. C'est gratos. Puis en plus, on vous le rend public gratos. Vous êtes gâtés pourris, en fait, tout le monde, ceux qui sont témoins de ça, parce que c'est ça, on le fait parce qu'on a on aime ça. C'est ça, parce que gros du monde, ils se font des peurs, ils me prennent pour des imposteurs. Voyons si c'est un coup d'argent, puis c'est ça. Non, c'est le contraire, il faut dépenser de l'argent pour enquêter. Justement, un coup d'argent à nos dépens. C'est ça. Parce que c'est nous qui payons, puis on l'offre gratuitement. Puis les gens en redemandent et en redemandent. Puis c'est ce qui est drôle, c'est qu'il y a des diffuseurs comme à la télé, là, ils veulent même pas nous faire passer avec nos projets. Surtout moi, là. Moi, je suis bien controversé. C'est ça. Ben, je pense qu'on est pas mal toutes controversés si on joue dans ce domaine-là. Je vais le répéter, puis il y a des gens qui me disent souvent, Raymond, peut-être que j'exagère un peu dans tes histoires juste pour te faire connaître. C'est parce que ça me donnerait quoi de faire ça, de mentir, justement, tu sais. Ça donnerait absolument rien, tu sais. Oui. Fait que moi, je calcule, mais je compte mes histoires, je compte mes qu'est-ce que j'ai vécu, puis tout ça. Puis notre petit Fred Pellerin de l'ufologie. Non, mais là, Fred Pellerin, lui, c'est vraiment un gars qui compte des légendes. Non, pas pareil. Mais c'est basé sur des histoires vraies, par contre. Oui, mais en tout cas, quand même. Mais bref, non, c'est ça pareil. On a beau, les gens ne nous croient pas. Si, comme moi, je vais arriver avec une histoire comme la petite fille que je comptais, qu'elle avait 4 ans, puis qu'elle avait vu un petit gris, on appelle ça un petit gris, on va l'appeler le petit gris, là, l'être, mais qu'un enfant ne peut pas mentir à cet âge-là. Elle peut mentir, mais elle ne peut pas inventer une histoire. Elle n'a pas l'imagination. Pas à ce point-là. Il y en a des enfants qui ont de l'imagination, mais avec tant de détails que ça, sur quelque chose que c'est caché, puis c'est même pas public en tant que tel, puis que tu n'as jamais vu ça. J'aimerais... on parlait de René Deveilly tout à l'heure. Oui. Puis j'aimerais ça le remercier, parce qu'il a été pour moi comme un professeur. Un mentor. Son frère Philippe aussi. OK. Puis M. Pierre Delval, parce que j'étais jeune à l'époque, dans les années 80, là, j'étais à la fin de mon adolescence, du début de mon côté adulte, j'avais peut-être la vingtaine dans le maximum. Là. Puis tu sais, ta tête dure, toi, tu as ta vision à toi des choses, puis l'autre, il me racontait tranquillement. Puis aussi comment m'y prendre, être patient avec le témoin, pas agresser le témoin, écouter le témoin. Ouais, c'est une chose très importante. Puis ça qu'on oublie, parce que des fois, on est tellement content qu'on veut avoir la belle histoire, le scoop. Le croquant. Puis on oublie le témoin. Le témoin, c'est très, 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 très important. Même pour moi, aujourd'hui, là, je sais comment c'est... On peut vivre ça quand on est tout seul. Puis pour une fois qu'on a la chance de parler avec quelqu'un qui peut nous croire, il faut pratiquement être un peu psychologue. Ben oui. Avec le témoin. Oui, parce que moi, j'en ai vu pleurer des témoins, là. Puis c'est vraiment, là...
le stress d'en parler, de un, et de deux, c'est que ça les libère aussi. Ouais, mais c'est un traumatisme pour eux aussi. Ouais. Là, Mais ils se sentent écoutés, mais ça les soulage. Ouais. Puis c'est une pleure de soulagement en même temps. Monsieur, comment il s'appelle? Jean-Marc Lévesque, en 1961, il avait vu, lui, 2 hommes étranges habillés en soldats romains. Puis c'est arrivé en 61, lui, il avait ça 7 ans. Puis il n'en a jamais parlé dans sa vie parce qu'il savait qu'il se ferait rire de lui. Puis par après, il avait même vu des ovnis. Il a même vu un ovni style modèle Trudel. Je ne sais pas si tu connais ce modèle-là. C'est un peu comme le modèle Adamski, mais style sport. Je n'ai pas entendu ça. OK, ouais. Ah, ben c'est peut-être que... Mais je pense que c'est pas la première fois que j'entends ça, quelqu'un qui voit un personnage... Oui, c'est sûr, je m'en ai dit, le Romain, ça, c'est pas ça. Il y a eu comme une porte interdimensionnelle qui s'est ouverte. C'est ça, c'est comme un voyage dans le temps. C'est bon, c'est très bon, ça. Oui, ça veut dire qu'il était habillé en soldat romain, il y avait l'épée, il y avait tout. Puis il parlait justement d'une langue qui était ni l'anglais, ni le français. Oui, bien ça, tu as des endroits au Québec qui est vraiment réputé pour ça, que tu arrives quelque part puis tu te ramasses dans un autre temps. Monsieur Lévesque, je ne sais pas combien de fois il m'a remercié. Il dit, Donald, j'ai jamais réussi d'en parler à personne. Puis le fait que j'ai réussi c'était comme une libération. Puis même encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une chance, il m'a envoyé des fleurs sur Internet, il m'en envoie en force qu'il est content de... Oui, mais t'es un bon chercheur. On les salue en passant, messieurs. Oui. Mais avez-vous pensé, le gars en robe de tôle, qui date des années... Avec son épée et son bouclier. Ben c'est ça, qui rentre dans un monde comme le nôtre aujourd'hui. Ouais, est-ce que c'est... Tu sais, eux autres, ils vont te dire, hey, je pense que j'ai vu des extraterrestres. Ils sont drôlement habillés. Ils ont un genre de tissu, tu sais, pour nous autres, le jeans, ben, les autres ne connaissent pas ça. Ça reste pas longtemps, là, tu sais. Je veux dire, il reste pas 1 heure parmi nous comme nous autres, là, tu sais. C'est juste, ça dure quelques secondes, on va dire ça comme ça. C'est comme une fenêtre qu'on a accès sur leur monde, puis les autres, ils ont accès sur notre monde, mais ils savent que dans sa tête, une façon de parler qui est comme dans le futur, quelque chose comme ça, tu sais. Bien, si tu regardes les témoignages d'aujourd'hui de quelqu'un qui voit une ville qui n'existe pas en réalité, est-ce que c'est peut-être ça, la possibilité qui vienne de lui arriver, du fait qu'il vienne de voyager dans le futur? C'est comme si on verrait une ville de cristal devant nous. On dirait, hey, ça, c'est notre futur. Tu sais, c'est nos futurs. Il doit exister des distorsions temporelles. Oui, et voilà. Ça, c'est bien dit. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Puis même la physique quantique, elle admet là, à cette heure-là. Oui, ben oui. Comment il s'appelait le professeur qui était handicapé, Stéphane Watkin? Oui. Et il a calculé. Puis ça c'était un génie. Là. Physiquement, il était très handicapé, mais le cerveau, là, il l'avait, le monsieur. Il a calculé, puis c'est possible, le voyage dans le temps. Ben oui. C'est possible, les distorsions temporelles. Il ne faut pas prendre ça comme de la science-fiction. C'est une réalité. Puis actuellement, il y a des expériences qui se font justement aux États-Unis par l'expérience de Philadelphie, ça en est une. Et voilà. Mais d'ailleurs, je salue ma sœur Chantal, qu'elle appelle ça ses points d'Alzé, parce qu'il y a des choses que... il y a des choses qu'on peut voir qui viennent comme d'un autre temps, qui rentre et qui ressort, ou qui s'envole, que ce soit une masse, que ce soit un être pas de jambes qui flotte ou qui semble flotter. À un moment donné, pouf! Je peux vous prouver un exemple. Les rêves prémonitoires, c'est un voyage dans le temps, ça. Oui, c'est vrai. C'est dans un sens, c'est vrai. C'est notre corps éthérique qui voyage, qui revient avec une mémoire. C'est beaucoup plus proche qu'on pourrait penser. On s'imagine c'est quelque chose de loin, mais c'est quelque chose qui est dans notre quotidien. Les maisons hantées, c'est un exemple. Il y a des maisons, justement, ils ouvrent une porte qui se rouvre, qui n'existe plus. Des personnes qui font des gestes qu'ils ont fait avant de mourir, quelques jours avant de mourir. Puis il n'y a rien d'autre. Là. Il n'y a pas de discussion, rien. Il y a certaines maisons, c'est ça. C'est une zone, moi j'appelle ça des sphères temporelles. C'est un secteur particulier où tu peux voir des événements du passé. Oui. Ben, Manon Derry, qui co-anime parfois avec moi ici à l'émission, elle en a vu un, elle, au-dessus de Trois-Rivières, pas loin du lac Saint-Pierre. Mais en même temps, elle n'est pas la seule à l'avoir vu. Là. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent qu'il y a un dôme dans ce coin-là. Puis à un moment donné, elle était assise, puis elle a vu une maison de style dans le temps, là. Mais que cette maison-là n'existe plus aujourd'hui. Il y a comme une maison ancestrale qui est apparue. Puis avec peut-être qu'il y avait des personnages aussi, mais
C'est bizarre. Mais je sais que j'avais déjà lu un livre, puis il parlait de... C'était deux femmes qui étaient des Anglaises, qui étaient touristes, qui avaient été à Dieppe, où il y avait un hôtel où il y a eu l'anciennement le débarquement. À un moment donné, le matin, très tôt, ils se lèvent. Là, ils voient des soldats, puis la vraie guerre. Puis là, un peu plus tard, durant la journée, elle demande au père, non, il n'y a rien eu. Elle avait vu l'événement de l'arrivée. Tu vas entendre le son, tu peux même sentir des odeurs dans ce temps-là. Oui. Oui. Là, c'est génial, ça. Ouais. Mais même tout à l'heure, on parlait des soldats romans. À un moment donné, Jean Morissette m'avait dit qu'il avait été justement à Rome. Puis à un moment donné, il a vu un champ, puis il a vu effectivement des soldats romains. Puis à un moment donné, il s'est posé lui-même la question. Pour arriver à la conclusion qu'effectivement, qu'il avait assisté justement à une distorsion temporelle. Ben, est-ce que c'était pas des comédiens qui passaient habillés comme ça, qui avaient par rapport, là? Pas d'après ce que Jean m'avait écrit, mais c'est Fred demandait à Jean lui-même qui pourrait faire témoigner lui-même de son expérience. OK. Avant qu'on aille à la pause tantôt, parce qu'on va avoir une dernière pause, parce que l'émission, il reste quasiment pas tout à fait, un petit peu plus qu'une demi-heure, ça passe vite, hein? Oui. Ton son d'OVNI. Parce qu'il faudrait bien le mettre à un moment donné. Les gens vont attendre après. Mais comme j'ai dit, je voudrais que le monde prenne le magnétophone et qu'il enregistre. C'est pas nécessaire parce qu'aujourd'hui, on a évolué. On a le podcast. Ils vont pouvoir le réécouter. Ils ont enregistré le podcast de l'émission. Je sais pas parce qu'on m'a dit qu'il y avait des nouvelles lois sur Internet. On ne pouvait plus enregistrer sur CD des émissions de radio. On a un podcast. Oui, c'est ça. Le podcast, c'est pas pareil. Le podcast, c'est l'enregistrement parce que tout de suite après l'émission, il y a un podcast qui s'enregistre automatique. OK. Il va être disponible. Tu vas pouvoir réécouter l'émission puis le partager des maintes et maintes fois. Tu vas pouvoir le télécharger. Puis pendant jusqu'à temps que... Parce que moi, je veux me le mettre, me le graver sur CD. Ah, ben oui, tu vas pouvoir. Une fois téléchargé. Fait que là, je vais demander aux auditeurs de lever le volume parce que en fait, lever le volume. En tout cas, faites attention aux oreilles, ça griche un peu. Il y a on voit que c'est du vieux matériel. Oui. Mais à un moment donné, tu entends vraiment le son de ce, comme tantôt tu disais, Raymond, ce que tu avais l'impression d'une turbine. Tu l'entends. Quelque chose qui tourne sur un fond. Oui, puis j'ai comme l'impression d'avoir entendu un son semblable à ça d'un vieux film des années 60, parce qu'on montrait des extraterrestres. Là. Ça ressemble à ça en tabarouette, pour vrai. En tout cas, je vous le mets juste là. D'expansion aussi qui vient de monter. Ben moi, ça me fait penser, tu sais, la vieille émission à Montréal, l'UFO, là. Tu sais, l'UFO, c'est comme... C'était comme il y avait une base sur la Lune, puis quand l'OVNI partait, là, tu sais, il y avait des chansons avec un message. Je ne laisserai pas aller pendant 15 minutes parce qu'il dure 15 minutes. Le monde va penser que le poste de radio pogne mal. Je ne sais pas. Nous sommes envahis. Ils ont atterri dans la cour. C'est particulier en tabarouette, le son. René Deveilly, lui, il avait été voir un spécialiste sur les sons. Je ne me rappelle pas quelle université. Je ne sais pas si c'était à l'Université du Québec. Puis pour découvrir justement Guy Mouillat,
on entend la pluie. C'est pour ça que le grichage, à un moment donné, on entend du grichage. Ouais. Probablement, c'est la pluie qui tombe. On entend le bruit des autos. Oui, mais on entend parler, on dirait, à un moment donné. Oui, parce que le monsieur, il était avec sa femme et ses enfants. OK. Pour ça, il y avait plusieurs personnes entre eux, c'est ceux qui se sont parlé. Mais à l'époque, comme je disais, c'était les petits magnétophones. C'était les cassettes audio. C'est sûr que le côté numérique n'est pas là. Mais quelqu'un qui est bien équipé pourrait peut-être le nettoyer et arriver enlever quelque le chose. bruit de fond. Oui, je pense qu'il va falloir que tu m'envoies le fichier, parce que là, je l'ai juste rentré ici, là, dans le système. OK. Si on peut enlever le grichement, là, ce serait intéressant, tabarouette, parce qu'on entend vraiment le wou, puis à un moment donné, t'entends wou. Faudrait que je te l'enverrai par la poste, parce que par Internet, c'est trop lourd. Non, J'ai tu peux déjà l'envoyer essayé. par WeTransfer. Tu peux aller jusqu'à 2 gigs sur WeTransfer. Ça se fait, c'est très bien. Très, très bien. Puis WeTransfer ou je ne sais pas c'est quoi l'autre. J'ai comme pas le nom en tête, là. Mais en tout cas, ça se fait maintenant. C'est pour des fichiers plus lourds, on est capable de faire. C'est pas comme dans le temps avec juste par courriel. Là. C'est sûr que, comme je dis, je veux pas que ça tombe dans l'oubli. Non. Non. J'ai voulu, j'ai dû écrire aux archives du Québec. Il faut justement même créer, même mais ils ne voulaient rien savoir. Ça fait que c'est nous autres, même, il faut qu'ils s'occupent de ça pour que ça reste un héritage pour les futures générations. Ouais. Tu me rappelles que ce monsieur-là, qui a capté ces sons-là? C'est Jean Cyr. Jean Cyr, celui qui est dans les années... Oui, c'est ça. C'était un homme déjà d'âge mûr en 78. Ça fait qu'aujourd'hui, s'il est toujours vivant, c'est un homme très âgé, là. OK. Ça, c'est assez intéressant. Moi, sérieusement. Lui, il a enregistré ça avec un simple magnétophone, sans plus. Puis lui, c'est ça, c'était un militaire de carrière. Ça fait que lui, les circonvolances, ça passait pas mal au-dessus de lui, sur le sens que lui, il n'était pas plus intéressé que ça. Mais le jour qu'on a vu, c'est sûr que là, ça a changé carrément sa vie. Mais comme je dis, pas toujours de façon agréable, parce qu'à un moment donné, il y a eu une période de malchance incroyable. Ça a duré pendant des années, ça. Est-ce que c'est vraiment à cause des ovnis? Est-ce que c'est nous qui avons nos peurs, qu'on projette de l'énergie, puis on fait plus ou moins un genre de phénomène poltergeist malgré nous? Justement, tu voulais me parler de ça un peu, le phénomène poltergeist. Ça faisait-tu partie de ça, de ces trucs-là, quand tu disais qu'il est arrivé des choses, c'est-tu à lui? Ou tu avais un autre... Non, c'est ça, parce que moi, ma passion, c'est ça, c'est fouiller dans les journaux, puis j'ai trouvé des articles intéressants. Puis j'ai trouvé dans la Gazette de Joliette, puis j'ai aussi trouvé un article dans la Tribune, je vais mettre mes lunettes pour mieux voir. C'est ça, dans la Tribune de Sherbrooke du 9 mars 1910. Imaginez 1910, c'est quand même... une période où justement la radio n'existe pas, il n'y a rien qui est, ni la télé. Puis à un moment donné, à Disraeli, dans la région de Lambton, il y a la rivière Sauvage. Puis là, il y avait un monsieur qui s'appelait Johnny Morin. Puis lui, il était cultivateur l'été, puis l'hiver, lui, il était patron d'un chantier de bûcherons, un camp de bûcherons. OK. Puis imaginez, à l'époque, 1910, des bûcherons, là, c'était des roughs, c'était des durs. Là, des personnes, là, puis quand t'es patron... La vie était dure. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de loi dans le camp de bûcherons, là, tu pouvais tout arriver. Hein, parce que lui, pendant toute la semaine, il travaillait, puis il y avait seulement le samedi qu'il retournait chez lui voir sa femme. Puis sa madame, elle s'ennuyait tout seul, fatigante. Lui, il avait trouvé une dame de compagnie, ou je pourrais dire une servante. Puis à Fatigance, c'est ça, il vivait, il vivait au chantier, puis la madame, elle vivait justement avec la bonne. Puis à un moment donné, durant la nuit, il venait juste de se coucher. La madame s'était couchée, puis la bonne, c'était dans le même étage, mais dans des chambres différentes. Puis à un moment donné, il entend boum, boum, comme quelqu'un qui cognait très fort dans la porte. Là, au début, madame Morin n'a pas voulu... à un moment donné, plus ça allait, plus ça tapait dans la porte. Puis là, la servante, elle se lève, elle avait peur, puis elle, Morin aussi. Là, elle descend l'escalier, prend la carabine,
charge la caravane pour faire bien entendre Oui, le clac. qui était équipé là, pour déranger son un problème du monsieur qui cognait dans... Pas de réponse. Hey, ça n'arrêtait pas, moi, je tire. Au même moment qu'elle a dit, je vais le tirer, les vitres, ils ont fracassé. Wow. Là, elle se met à crier. La servante, elle se met à crier. Qu'est-ce qui avait fait ça? C'est comme quelque chose d'extérieur qui avait défoncé les fenêtres. Les voisins, ils ont arrivé. Là, elle était sur le gros nerf. Puis la servante, pareil. Puis surtout qu'à l'époque, il faut comprendre, 1910, la mentalité sociale n'est pas la même. Ça fait que peut-être 2 femmes qui vivent ensemble, c'était mal vu à l'époque, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y avait un fantôme qui n'acceptait pas ça, que les 2 femmes vivent ensemble. Fait que quand, c'est ça, il prend la madame, elle va coucher, puis elle dit, je ne retourne plus jamais dans la maison. Puis justement, M. Morin, le week-end qui est arrivé, là, sa femme, elle ne voulait plus rien savoir. Puis là, à un moment donné, la maison était vide, puis personne ne voulait rester dedans. Puis là, ça s'est parlé un peu partout, ça, à Lambton. Ça fait qu'à un moment donné, il y avait jusqu'à 60 voitures sur le terrain, puis tout le monde... Pour les saigner. Il allait saigner, puis à un moment donné, justement, il y avait un monsieur, là, il a dit, moi, allez voir, puis moi, je ne crée pas ça. Il y avait un bassin d'eau. OK. Ça a déjà envolé en plein visage. C'est ça. Puis après ça, à un moment donné, il y en a un autre qui dit, voyons donc, c'est lui qui s'est enfargé, puis ça... Puis quand il y a un monsieur, comment il s'appelait donc déjà... un peu, je vais fouiller mes papiers. Ben, sais-tu ce qu'on va faire? On va aller à la pause. Oui, on va aller à la pause. Tu vas avoir le temps d'en relire tes notes vite fait. Okay. Tu vas avoir quelques minutes. Oui. Puis on va en parler tout de suite après. Attendez-nous, on vous revient. Ça ne sera pas long. Je viens de voir qu'il y a un micro qui est resté ouvert tout le long de la pause. Boy, bravo. Le tien, en plus. Le mien? Ben oui, toi. Une chance qu'on n'a pas parlé trop fort. Ben, je m'en allais parler de... T'allais parler dans le dos de quelqu'un? Ben non, pas T'as eu tout. l'air fou, là? Non, mais... Pour la dernière 25 minutes, 20 minutes qui restent, ça passe vite, très vite. T'as-tu trouvé tes papiers, Donald? Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, c'était M. James Lacomte de Disraeli. OK. Lui, c'était un sceptique, lui aussi. Okay. Moi aussi, moi, aller voir à l'intérieur. Puis là, tout ce qui peut être nourriture, les œufs, ça en plein visage, à un tel point qu'il est tombé à terre. Ils ont été obligés de le sortir, puis avec deux autres amis, ils avaient tous peur de ça. Mais le témoin le plus incroyable, moi, que j'ai aimé, c'était M. Pantéléon Gaulin de Lambton. Lui, justement, lui aussi, il a même affaire. C'est des superstitions, des histoires de grand-mère. Un sceptique. Je ne pas ça. Il rentre à l'intérieur. Il y a une clé anglaise. Il se passe presque au-dessus de la tête. Il a eu à peine le temps d'éviter. Il a une telle force, ça a frappé l'une des parts du poêle à bois. Puis à l'époque, en 1910, les poêles à bois... C'est en fonte. Ah ouais, c'est de la fonte. Gros métal, très lourd. Ça a croché une patte. Ben voyons donc, la force, ça devait être à boire, OK? Puis, pas que ça, à un moment donné, même pire, les témoins ils ont vu le poêle lever carrément dans les airs pour complètement s'écraser sur le sol. Oh! Ça, c'est pire que poltergeist, là. Comme je disais à Raymond tout à l'heure, les chasseurs de fantômes, il faut voir un verre se déplacer. Déjà, ils crient victoire, c'est fantastique. Ouais. Là, à l'époque, c'était vraiment des gros événements, là. Puis à un moment donné, c'était tellement terrible, c'est que comme je disais, il y a eu tout près d'une centaine de personnes qui ont vu de proche, puis de loin, tout ça. Puis c'est comme je disais, le poêle a tombé, tout ça. Puis en tout cas, là, je suis en train de perdre mon fil. C'est correct, ça arrive des fois. C'est ça. Ben donc, des cas de poltergeist comme ça, c'est pas les seuls que tu vois, que tu peux avoir, que tu peux entendre. Parce que, regarde, ça nous est arrivé nous-mêmes, pas loin de, justement, de Belleuil. On avait été avec l'émission avec Richard Glenn qui nous envoyait quelque part. Dans le vieux Belleuil, oui. Sans nous dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là. Et ce que tu as dit tantôt, Donald, c'est ce qui nous est arrivé. Une vitre s'est fracassée avec un méchant courant d'air glacial qui nous a traversé.
Puis la vitre, on pensait que c'était la fenêtre, mais c'était la vitre d'une table qui mesurait environ 1 cm d'épaisseur. C'est énorme, là, 1 cm. C'est pesant, là. Il y a justement, dans l'histoire de la maison hantée, justement à Lambton, en 1910, à un moment donné, ils ont vu l'escalier de la cave s'arracher, monter dans les airs, puis l'escalier, Ben voyons donc. pour aller au grenier, descendre. Il y a eu comme un transfert de l'un à l'autre. Puis ça, c'est des objets quand même qui devaient être très lourds, parce qu'à l'époque, tout à fait avec du gros bois. Là. Mais attends, ça peut-tu être une poche de gaz sous le sol qui fait... Tiens, on Non, pète au parce fret, que l'objet, ça pour peut- qu'il se déplace puis qu'il atterrisse à une autre place déterminée, c'est trop. Oui, il y a un poids tellurique qui est très puissant dans le sol. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas une poche de gaz, là. C'est un poids tellurique qui a une énergie invisible qui pourrait peut-être propulser des objets, mais... Puis le pont de Lambton existe toujours. Ah oui? Ouais, il n'est plus en bois, là, OK. mais le pont existe toujours. C'est sûr qu'il n'y a plus de maison près du pont. Là. C'est dans quel coin, ça? C'est près de la rivière Sauvage. C'est pas loin aussi de Lambton, mais c'est pas loin de d'Israéli. OK. Ça, dans les cantons de l'Est. Là. OK. Il y a un autre cas aussi qui est arrivé, c'est dans la Gazette de Joliette du 9 mars 1893. Hey, wow, ça, c'est de l'archive, ce que tu as là. 1893. Je te Puis, pas c'est la rue Sainte-Catherine, qui est bien connue, je pense. Hein. À Montréal? Aujourd'hui, c'est un... à cette époque-là, même là, à cette époque-là, c'était malsain. C'est un secteur-là. Ouais, c'est comme la Maine un peu. Ben, c'est ça, c'est exactement. C'est ça. Le monsieur, à l'époque, c'est ça, il nomme pas son nom parce qu'ils veulent le protéger. Mais c'est ça, comme je disais... Attends, là, ça date de 1800. Tu veux protéger qui, là? À l'époque, OK. c'est pas mentionné dans l'article OK. de journal qui est apparu dans la Gazette là, du 9 mars. OK, je pensais que... 1893. Bien, c'est ça. Le monsieur, à l'époque, lui, ça a commencé des bruits au toit. Lui, il pensait que c'était la neige qui avait tombé. Le lendemain matin, il s'aperçoit que c'était pas ça. Puis là, le bruit rempire. À un moment donné, là c'était vraiment des coups, là, des pleurs. Puis il y avait aussi la servante encore. Il y a encore une histoire de servante. Tu sais qu'à cette époque-là, il prenait des jeunes filles mineures. Là, il se faisait exploiter pas mal. Là, est-ce que elle a provoqué elle-même les phénomènes de poltergeist ou quoi? Parce qu'elle était somnambule, puis son visage se transformait. À un tel point, le monde en avait peur. Parce que quand la famille, ils ont été à la paroisse de Sainte-Brigide, parce que toujours vous portez à dire Brigitte, mais c'est Sainte-Brigide. Brigitte 2. Puis là, il y a eu 2 prêtres, plus 3 hommes qui sont venus. Puis là, on va faire des prières, puis on va faire des exorcismes. Là, toutes les soirs, justement, la servante a tombé en somnambule, puis elle se promenait, tout le monde il en avait peur. Même à un moment donné, ils ont eu de la visite de la famille qui était venue le voir. Ben là, on dit, ils vont coucher justement dans la chambre de la servante, puis la servante va coucher dans le salon, puis... Fait que quand à un moment donné, le gros bruit, puis en vrai, ils vont tout voir. Là, c'est les draps, les oreillers qui revolent sur le visage, des curés, puis des 3 hommes qui avaient venu, puis c'était des grands 6 pieds, des gros colosses. Puis là, à un moment donné, même plus loin que ça, les clous du tapis s'arrachent, revolent au plafond, ça se colle tout sur le plafond. À un moment donné, ça tombe par terre, puis ça crée un cercle parfait. Ben, voyons donc, toi. OK. Aïe, aïe! Fait peut-être le bâtiment, il a peut-être été construit sur un ancien cimetière ou quelque chose qui était déjà là hanté avant. Ben, il y avait une religieuse qui disait dans l'article qu'elle croyait que c'était peut-être la servante qui provoquait les choses. Parce que quand ils ont mis dehors la servante, mais ça n'a rien changé. Le phénomène a continué. Ben, crème, un coup qu'elle se fait mettre dehors, elle a dû lancer méchant sort. Et oui, si c'est elle qui était la... Les clous, ils ont elle dû disait, revoler. vous allez pogner un avec ça. Ben, c'est à cause de ça, parce qu'il avait vraiment formé une forme géographique, géométrique, je veux dire, un cercle parfait. Puis toutes les pointes des clous vers l'intérieur. Donc, normalement, si ça atteint qu'un accident, les clous auraient tombé un peu partout. Là, c'était tout
bien placé là, pour faire un cercle parfait. Puis ça, c'était sur la rue Sainte-Catherine, ça? Oui, À Montréal? c'est une maison, une maison hantée Cavalla. Est-ce qu'elle existe encore, cette maison-là? J'ai rien trouvé. J'ai fouillé sur Internet. J'ai rien trouvé dans les trucs historiques Parce qui pourraient parler de cette maison-là. En centre-ville, où ce que c'est très hanté, c'est sur René Lévesque. Il y avait un ancien cimetière qui était là. Il appelle ça le parc, le Square Philippe. Là, il y a une statue de guerre qui est là. Mais ça, c'est un ancien cimetière qui est là. Il y a des gens le soir, quelqu'un qui marche dans le parc, parce que tu as l'hôtel Champlain qui est en arrière. Ils sentent des présences, mais c'est un ancien cimetière. C'est un ancien cimetière. C'est parce que, excusez-moi, là, je me fais chicaner. Là. Mais non, c'est ça, il y avait un ancien cimetière. Parce que c'était une famille bourgeoise bien connue à l'époque. C'est pour ça que le nom des personnes n'ont pas été nommés. Probablement qu'il y aurait peut-être des historiens qui pourraient peut-être trouver des détails plus sur ça. Puis je sais que j'ai un peu plus loin, c'est pas long, je vais peut-être le résumer dans mes quelques mots. C'est à l'île Bizarre. Mm-hmm. Déjà son nom. Oui, c'était une histoire de maison hantée. Puis là, c'était justement le monsieur, il vivait avec sa mère, puis quand sa mère est morte, puis lui, il n'a pas ouvert le testament, il dit, je suis seul enfant, c'est moi qui vais tout hériter. Puis là, à un moment donné, justement, il y a des phénomènes étranges dans la maison, il entendait des cris, des chaînes, tout ça. Puis là, à un moment donné, ils ont commencé à voir tous les soirs, à peu près à la même heure, une boule rouge qui faisait le tour de la maison pour rentrer dans la maison. Puis il y avait même un témoin qui disait que ça dégageait une odeur. Pas comme quelqu'un qui pue de la bouche. Là. OK, bien une odeur de soufre aussi, peut-être? Peut-être. Parce que c'est ce genre de phénomène-là, avec odeur de soufre, d'une boule qui passe, qui rentre. Ou qui... C'est ça, parce qu'il y a certains cas, comme je disais, dans cette histoire-là, hantise et ovni. Mm-hmm. Mais le ovni, est-il vraiment d'origine extraterrestre ou paranormale? Il faut faire le lien aussi parfois, parce qu'il y a peut-être certains ovnis qui ont des boules de lumière qu'on peut voir. Ça peut être simplement paranormal. Ouais. Une boule d'énergie, une peur qu'on se crée. On ne le saura jamais, parce qu'il reste encore peut-être des générations avant de découvrir toute la vérité. Oui, c'est sûr. Ça, c'est si on est encore là. On dit souvent que le 21e siècle sera le siècle de la vérité. On va apprendre peut-être beaucoup de choses. Justement, les dossiers, après 75 ans, ils peuvent commencer à être déclassifiés. C'est 50 ans d'habitude. Puis tu vois, avec ce que je vous ai parlé tantôt, avec le Pentagone. Ça dépend des dossiers. Il va peut-être avoir une suite à quelque part. Il y a des dossiers, c'est 50 ans, d'autres, c'est 75 ans. C'est tout dépendant de la sécurité de ce dossier-là. Et dans certains cas, 150 ans. Savais-tu que l'émission X-Files, la dernière série d'X-Files, il y avait des dossiers réels dans ça? Oui. Donc, c'est la CIA, je pense, qui ont donné... CIA, la NSA. Qui ont donné à l'histoire pour la rendre publique, mais de façon... Mais du croustillant dans les épisodes d'X-Files, ben oui. C'est comme une période, c'est du dévoilement en quelque sorte, mais... Même plus loin que ça, j'ai entendu dire que la télésérie La Porte des Étoiles... Stargate. Celui qui fait les textes avait des contacts, il connaissait des personnes justement à la base 51. Ouais, OK. C'était peut-être un contacté lui-même qui disait... Ça fait que certains trucs qu'on voit dans La Porte des Étoiles... c'est proche de la réalité. Oui. Le Stargate puis le cercle pour voyager dans le temps. Ben, en tout cas, c'est comme l'émission Le Dôme qu'il y avait là, de Steven Spielberg là, qui a passé une émission de série. Là. Le Dôme, ça aussi, c'était une autre affaire. Ça fait que, ben voyons donc. Mais c'est sûr, la science-fiction, il faut qu'elle s'inspire de la réalité pour donner quand même une série crédible. Oui, c'est ça. C'est des messages aussi qu'il y a dans ces films-là. Tu sais. Oui. Ces petits gris qu'on voit dans la télésérie Aux frontières du réel, ça, il existe réellement. Ben oui. Les petits gris. Je sais pas quoi, là. Quand on parlait des petits gris, il y a même des petits gris oranges. Ben oui. Ils sont pas tous gris, ils ont des grosses têtes, mais ils viennent de secteurs complètement différents. C'est pour ça qu'on a la mauvaise habitude de tout mettre dans la même affaire. Mais il y a des bons gris. C'est pas tout... Puis quand ils parlaient des yeux noirs, mais c'est une membrane qu'ils mettent sur l'œil. Comme un verre fumé. Ils ont, comme je disais, ils ont déjà la technologie biologique. Ça fait qu'avec leur membrane, ils peuvent voir dans pleine noirceur.
c'est comme un ordinateur là, qui indique la température, la distance des objets. Mais la membrane, tu dis, c'est-tu comme... Il y a une vidéo que j'ai vue aussi, comme l'œil, tu vois une membrane qui devient... C'est quelqu'un Il qui... shift. Oui, il shift carrément. Oh, Tu l'as vu, la vidéo avec moi? Moi, je l'ai vu en réel, il faut dire. C'est l'œil qui fait... Foup, foup, ça, gauche-droite. Tu vois une membrane, l'œil devient comme... Avec un œil moi, fait je l'avais vu avec un cas l'été passé à l'Oratoire Saint-Joseph, que c'était un être humain, tu sais, comme toi, mais qui a shifté devant moi. Là, fait que tout autour de son œil, là, c'est venu comme la peau d'un lézard. Ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est venu comme blanchâtre un peu, mais avec pas l'iris, C'est qu'actuellement, il y a un phénomène qui se produit surtout aux États-Unis. C'est les yeux noirs. Oui. Il y a des enfants. Il y a des enfants de 10 ans avec les yeux noirs. Oui, c'est vrai, ça. Moi, ce que j'ai appris, il y aurait peut-être une drogue qui ferait cet effet-là. Des yeux noirs? Ouais. Ben, voyons, la pupille, non, la pupille qui a grossi, oui, mais le blanc qui devient noir. Moi, j'ai parlé avec une infirmière à l'hôpital Dioville, à Sherbrooke. Elle disait que c'est vrai, il y a certaines drogues, ils peuvent faire changer les couleurs des yeux. Oui, ça se peut. Mais là, moi, ce que j'avais lu, c'est ça qui est terrible. Si tu mets de la drogue dans les yeux, imaginez... Ah, ben, il y en a qui se font teindre. La personne va venir aveugle. Les cas qu'on entend aux États-Unis, c'est des enfants hybrides. Ça veut dire mi-humains, mi-extraterrestres. Ils ont des yeux noirs. Il y a ça aussi, parce que dans la légende urbaine actuelle, ils sont magnifiques. Oui. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser rentrer ça chez vous. Oh, hey, on a quelqu'un qui vient de rentrer en studio, la belle Manon. Oui, puis elle aimerait bien garder ses yeux bleus. Ça ne doit pas être beau des yeux noirs. Qu'est-ce qu'on parle à Codef 3.0 dans quelques instants? Hey, une grosse émission encore aujourd'hui, gang. On va parler de crème glacée. J'ai lu un article, ils ont fait des tests de goût, puis les résultats m'ont surpris, alors je veux en parler. Okay. On va également parler d'un produit qui est utilisé par la NASA. Et il y a quelqu'un qui détient ce produit-là. Donc, je reçois Pascal Major qui va en parler avec nous, qui va nous parler des bienfaits de ce produit-là. Je vous réserve la surprise, ce que c'est. À Histoire inspirante aujourd'hui, oh là 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 là, un parcours vraiment, mais vraiment incroyable. Tu sais, le genre de jeune, là, qui à 11 ans est dans la drogue. Oh! Ouais, c'est lourd. Qui gravit les échelons dans les gangs de rue, qui a toutes ces mauvaises fréquentations-là. Là. OK. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là à l'âge de 11 ans? Et là, quelques années plus tard, il est coprésident de Centraide. Il est un homme d'affaires prospère dans la région des Bois-Francs. Chapeau. Donc, je reçois Michael Vincent aujourd'hui. Il est également le fondateur de Séjour 21. Ils ont fait leur clôture, leur souper de clôture mardi soir dernier. Ils ont aidé une dizaine de jeunes. Je crois mal pris. Il va nous parler de tout ça. Bref, il va nous parler de son parcours inspirant. Moi, j'ai bien hâte de le recevoir. Peut-être que vous l'avez entendu. Il est passé à Denis Lévesque, il est passé à la Victoire de l'amour. Et maintenant, il sera à Codef 3.0. Wow. On va parler également... Éric, je ne sais pas ce qu'il nous réserve dans sa chronique. J'ai oublié de lui parler. Fait que je ne sais pas. On va parler... On a une petite chronique science tout le temps, là. Mais on s'en venait tout à l'heure, là. Puis il y avait des extraterrestres dans votre émission, là. Puis Éric avait bien du fun. C'est vrai? Il aime ça? Il y avait des extraterrestres, là, lui était rendu dans Star Trek ou Star Wars. Là. En tout cas, bref, on a comme une petite suite avec vous autres. Fait qu'on a bien hâte à 13h d'être en onde avec vous. On va avoir bien du fun encore, du suspense en même temps, hein, avec ce que je vous annonce comme sujet. Oui. Mais ça va être formidable. Cool. Hey, merci. Bonne émission, Manon. Merci beaucoup. On pourrait pas dire Manon, paye sur le piton! Mais, c'est Éric qui fait ça. Oui, c'est ça. C'est Éric qui fait ça. La semaine prochaine, on va recevoir René Chabot qui va être ici pour ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas lu en début d'année, mais il n'avait pas tout dit ce qu'il avait à dire. Puis maintenant, il fait partie de Zone Parallèle. Pour ceux qui ont des récits, en tout cas, il va tout vous raconter ça. C'est tout un phénomène à lui seul, justement, René. J'ai bien hâte. Là, il est là, à côté de moi. Il me regarde, puis il me fait des grimaces. Il me tire la langue. Il voulait rencontrer notre ami Raymond, justement. C'est pour ça qu'il est en... Oui, et je remercie en studio Raymond. Je remercie ta présence et ton ami qui t'a lifté jusqu'ici en même temps.
Merci, Donald. C'était quoi ce que, avant de partir, je voudrais dire que moi et José Bouillon, du groupe Zeti, on a fait une recherche qui va apparaître dans la revue Lumière dans la nuit le mois prochain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Salutations à José Bouillon aussi en passant. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Il va falloir que tu reviennes. Si tu n'as pas trouvé la route trop loin, j'ai bien aimé. J'espère que tu as aimé ton expérience radio. Moi, j'ai bien aimé t'avoir parce que tu es une vraie. Faut que tu reviennes. Oui, mais tu es une vraie. Comment est-ce qu'on dit ça, donc? Une encyclopédie vivante. Écoute, juste en archive, il y a beaucoup de documents. C'est ça, c'est ma passion, puis je veux la communiquer au monde. Continue de la communiquer, puis tu reviendras la communiquer ici en ondes. Super. C'est ça. En septembre, octobre, en tout cas, peut-être l'automne prochain, j'aimerais bien te revoir parce que je suis sûre qu'il y a bien du monde. Puis ton truc de son, là, je le veux. Je le veux. Okay. Je vais te donner mes courriels. Je le veux. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et toutes. Et on se revoit. On se revoit. Je me suis coupé. Bon, je me suis coupé le micro. C'est fort. C'est fort. On se revoit la semaine prochaine avec René Chabot. Merci. Bonne semaine à tous. Merci, gang.